Merci d'être là pour partager ensemble un moment d'évolution, mais un moment politique aussi, puisque, comme on vient de le mentionner, la théorie de l'évolution en elle-même n'engage que les enjeux de connaissance scientifiques, mais la façon dont l'évolution est reçue dans nos sociétés, je dis nous au pluriel, pas seulement la société française, les sociétés en général, la façon dont elle est reçue engage un véritable enjeu politique, et en particulier sur ce qu'on enseigne à l'école en tant que science. Le petit livre dont on vient de parler, qui est paru en janvier aux éditions Quae, ce petit livre, il est clairement dit en quatrième de couverture que l'enjeu consiste à savoir ce qu'on va enseigner comme science à l'école publique. Alors, ce n'est pas trop le problème en France, il faut bien le reconnaître, mais il y a des pays où c'est vraiment un problème. Des organisations politiques et ou religieuses utilisent les sciences comme cheval de Troie pour faire rentrer à l'école des types de discours qui ne relèvent pas du discours scientifique. Et ces chevals de Troie ont peinturlure un discours, on parlait de la théologie de l'anglican William Paley tout à l'heure dans la voiture, la théologie naturelle qui glorifie, prend la soi-disant merveilleuse adéquation entre les formes et les fonctions dans la nature comme argument à la gloire du Créateur. Cette perfection, cette harmonie apparente entre les formes et les fonctions, on fait comme si on pouvait l'expliquer en science, c'est-à-dire dans l'espace du laboratoire, en mobilisant un concepteur qu'on n'instancie pas, un concepteur qu'on ne spécifie pas. On dit intelligent design, ça veut dire quoi? Ça veut dire une conception intelligente qui serait à l'origine de cette harmonie, mais qui n'est ni plus ni moins qu'un providentialisme. Et aux États-Unis, en Australie, en Turquie, ces raisonnements se comportent comme si on pouvait, dans l'espace du laboratoire, ici et maintenant, aujourd'hui, en tant qu'explication scientifique, on est sur des questions d'étiquette là, comme si on pouvait mobiliser la providence en tant qu'explication scientifique. Donc on est véritablement là sur des histoires d'étiquette. Qu'est-ce qu'on enseigne comme science, étiqueté comme science à l'école publique au cours de sciences naturelles, et qu'est-ce qui n'est pas enseignable en tant que science au cours de sciences naturelles? Ça a été l'objet typiquement du procès de Dover en décembre 2005 en Pennsylvanie. Donc on est vraiment sur des affaires contemporaines. Le procès de Dover, de quoi s'agissait-il? Eh bien, des parents d'élèves ont porté plainte contre les initiatives des think tanks conservateurs américains de remettre en balance l'enseignement de l'évolution avec autre chose au cours de biologie qui serait justement c'est ce recours à la providence dans le cercle du laboratoire. Ces parents d'élèves qu'on pourrait qualifier de progressistes, c'est-à-dire en fait attachés à la laïcité de l'enseignement à l'école publique américaine, ont gagné le procès. Parce qu'à la fin de ce procès, effectivement, il a été statué que l'intelligent design n'était pas un discours scientifique, mais relevait d'un discours théologique. Et donc voilà, on est sur des affaires d'étiquette. Donc vous allez voir tout au long du propos, loin de moi l'idée de chercher à contester quelque courant philosophique que ce soit, c'est pas du tout le propos. Le propos, c'est qu'est-ce qu'on met comme étiquette sur un discours, surtout si ce discours essaye de passer dans nos écoles publiques. Alors, qui dit étiquette dit règle du jeu, et dit donc périmètre de scientificité, c'est-à-dire qu'on va bien devoir aborder à un moment donné la question de par quels paramètres, par quelles caractéristiques un discours est-il qualifié de scientifique ou pas. Et vous voyez que là, ce n'est pas qu'une histoire de... Enfin, je pense que vous vous rendez compte qu'on n'est pas là sur des histoires d'épistémologie éthérée. On est à un point de rencontre entre une question épistémologique légitime et des questions politiques vives dans les pays anglo-saxons et dans les pays arabes aussi. Alors, j'aimerais prendre le petit livre dont on a parlé en amont. C'est-à-dire que je ne vais pas aujourd'hui vous répéter ce qui est écrit dans le petit livre. Apparemment, c'est clairement écrit, donc ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est remonter un cran avant et d'essayer de comprendre pourquoi l'évolution biologique et l'évolution en général, en fait, pourquoi le mot évolution et l'ensemble, le bagage théorique qui va avec, pourquoi ça a tant de mal à passer dans la culture dans les pays des trois grands monothéismes, on va dire. Qu'est-ce qui nous embête avec l'évolution en général? Alors, vous n'avez peut-être pas de problème particulier, vous, avec l'évolution, mais beaucoup de mes concitoyens ont des problèmes avec ça, et pas seulement mes concitoyens, ailleurs, dans d'autres pays, c'est même pire.
Donc qu'est-ce qu'on a comme problème avec l'évolution? Donc j'aimerais faire un peu de pédagogie de l'évolution pour essayer de comprendre qu'est-ce qui cloche. Pourquoi est-ce que c'est un terrain qui, de l'extérieur des sciences, est si vivement attaqué? On n'embête pas les théories en chimie en général, on embête rarement en géologie aussi un petit peu, parce que quand même l'origine du globe... Enfin bon, mais il y a des disciplines qu'on n'embête pas. Bah, nous, les biologistes, on est obligés de s'y coller, parce que quand on sort de nos laboratoires, on rencontre des discours qui nous amènent à nous demander, mais qu'est-ce que les gens qui parlent là ont retenu de ce qu'ils ont appris dans leur enseignement secondaire, en fait. Donc on est obligé, si on attache une importance quelconque au rôle social du scientifique, enfin quel rôle il a dans la société qui le paye, on est obligé de faire la diffusion des connaissances. On ne peut pas s'en moquer, ou alors, je sais pas, on ne se comporte pas de manière très responsable. Alors il y a un certain nombre de pièges avec le mot évolution, des pièges sémantiques, et puis il y a même des pièges en termes... Il y a même des pièges clairement liés à notre grammaire. Le premier des pièges, c'est que le mot évolution, selon la personne à qui vous en parlez, il peut être entendu de manière très très différente. Et ça, c'est le premier des malentendus possibles. Évolution, ça peut être pensé par certains comme un processus par lequel les espèces se transforment. Les espèces animales, végétales, bactériennes, etc. Bon, déjà, ça c'est une réduction. En fait, on devrait dire les processus par lesquels la matière vivante se transforme, quelles que soient les formes qu'elle prend. Or, en effet, je suis systématicien de métier, et mon rôle c'est de mettre de l'ordre dans le vivant, mon rôle c'est de faire les espèces, et je le dis avec malice, les espèces c'est moi qui les fais. Dans la nature, il n'y a pas d'espèces. Dans la nature, pour le biologiste, il y a des communautés de reproduction. Disons qu'il y a des ensembles d'individus qui, de manière récurrente, font des petits entre eux et pas avec d'autres. Mais au regard d'une convention de langage qui va être la communauté de reproduction, moi, je vais décider que je vais faire quelque chose, une boîte qu'on appelle une espèce, et je vais coller une étiquette là-dessus. Pourquoi? Parce que je ne peux pas donner un prénom à chaque mouche qui vole, je ne peux pas donner un prénom à chaque pâquerette, je ne pourrais pas parler du vivant. J'ai besoin, pour parler, mais ça c'est pas qu'en biologie, pour parler nous avons besoin de concepts dans nos têtes auxquels on attache des mots, et ces concepts et ces mots ont vocation à avoir une portée générale. Hein. Sinon on donne un prénom à chaque objet et on ne rend compte d'aucune généralité, d'aucune régularité dans le monde réel. Donc le simple besoin d'avoir à parler de ce qu'on voit nous amène à faire des espèces et voire même des catégories supraspécifiques. On fait des genres, on fait des familles, on fait des ordres. Tout ça relève d'un cahier des charges que nous avons fixé nous-mêmes. Donc l'évolution, ce n'est même pas un processus par lequel les espèces se transforment, c'est un processus par lequel la matière vivante change. Et là, je vous invite à avoir la vue la plus large possible. La matière vivante n'est pas stable. D'ailleurs, entre nous, aucune matière n'est stable. L'instabilité est le propre de la matière. Ce n'est pas des philosophes que je vais dire que pour Bunge ou pour Aristote est matière ce qui est changeant. Le formalisme qui décrit la matière a changé en 3 millénaires, mais la propriété que je viens de vous donner n'a jamais changé, elle. Et matière, ce qui est changeant. L'instabilité de la matière, c'est l'évolution. Alors on peut entendre l'évolution par les processus par lesquels on comprend cette instabilité et comment elle perpétue ses formes. Parce que quand on dit instabilité, en contrepoids, on dit stabilité aussi, sinon on ne sait pas de quoi on parlerait. Donc on est en permanence dans une ambiguïté entre des phases transitoires où les choses se ressemblent et puis des moments de changement. Donc c'est l'explication des phénomènes qui régissent ces phases transitoires et ces changements dans les formes qu'on appelle évolution. Deuxième sens du mot évolution, eh bien, c'est au sens d'une théorie. Effectivement, l'évolution, on peut l'entendre aussi comme cela, de manière très sérieuse, la théorie générale de la biologie, de la paléontologie et de l'anthropologie. Oui, le mot, vous n'êtes certainement pas sans savoir que le statut des théories est manipulé à l'extérieur des sciences, en profitant de l'ambiguïté du langage courant qui réserve au mot théorie le sens d'une spéculation.
Quand votre voisin de palier vous dit « Oh, c'est théorique hein. », alors sous-entendu, c'est pas prouvé. Ou c'est théorique, sous-entendu, c'est spéculatif. Il y a un usage vernaculaire du mot théorie qui est extrêmement pernicieux pour nous les scientifiques. La théorie est souvent assimilée comme une spéculation. Alors, l'ensemble des contestataires idéologiquement mus de la théorie de l'évolution utilisent ce dérapage. Une anecdote, en 1994, lorsqu'on a inauguré la grande galerie de l'évolution au Jardin des Plantes à Paris, on avait rue Geoffroy-Saint-Hilaire, dans la rue d'à côté, des stickers collés sur les murs, contestataires qui disaient « l'évolution n'est qu'une théorie », Q apostrophe. Et ça, vous le retrouvez sur de multiples sites internet. L'évolution n'est qu'une théorie, tout est dans le Q apostrophe, vous devinez, hein. Moi, je m'en tiens aux faits. C'est la naïveté épistémologique de Georges Cuvier. Rappelez-vous Georges Cuvier, d'un certain côté du Jardin des Plantes, qui était, comment dire, fixiste, catastrophiste, et qui prétendait ne s'en tenir qu'aux faits. Et les théories, c'est bon pour les mecs de l'autre côté du jardin, les Lamarck et les Geoffroy-Saint-Hilaire, qui s'imaginent que le vivant bouge. Cette naïveté épistémologique, elle a toujours existé chez les scientifiques, la croyance naïve dans l'indépendance du fait. Alors, quand on réfléchit aux sciences un instant, effectivement, c'est une vraie naïveté. Il n'y a pas de fait qui puisse être appréhendable sans une théorie qui lui donne sens, et il n'y a pas de théorie qui ne sache se nourrir de faits. Il y a une relation mutuelle entre fait et théorie. Un zoologiste, Whitman, avait une phrase que j'aime bien, je répète souvent. Une théorie sans fait n'est que fantaisie, mais des faits sans théorie ne sont que chaos. Le rôle de la théorie, c'est d'organiser la cohérence des faits entre eux et de mesurer le degré de cohérence, justement. Alors, dans mon métier, on mesure ça même avec des indices chiffrés. Le rôle d'une théorie, c'est d'organiser la cohérence des faits et de la mesurer. Et le rôle des faits, eh bien, quelque part, c'est les pièces du puzzle dont la théorie se sert. Mais un fait sans théorie qui permette d'en parler est inintelligible. Donc, là aussi, l'évolution, moi je serais d'accord pour dire que c'est une théorie, mais tout en réservant à la théorie son statut extrêmement précieux en science. Il n'est pas de science sans théorie, évidemment. L'évolution est parfois entendue comme le déroulement historique des formes à la surface du globe. Alors, un peu, vous voyez, ça c'est l'essence le plus populaire, le plus répandu. Quand on dit l'évolution, on s'imagine un grand scénario, un espèce de récit qui défile devant vos yeux et qui vous raconte des étapes. Au demeurant d'ailleurs des étapes qui ont été sélectionnées par nous, il ne faut pas l'oublier. Les événements ne portent pas en eux-mêmes l'importance que nous leur donnons rétrospectivement. Ça, pédagogiquement, en particulier pour les enseignants de biologie, c'est capital à rappeler. Parce que nos journaux et nos télés n'ont aucun recul sur ce qu'on appelle les grandes étapes de l'évolution. C'est pris comme si l'événement portait en lui-même le devenir qu'on lui assigne rétrospectivement. Vous verrez en quoi c'est important tout à l'heure. Parce qu'en fait, il n'y a pas de destin dans l'évolution telle qu'on la pense aujourd'hui. Donc cette pédagogie-là, c'est vraiment important de le savoir. J'y reviendrai dans un instant sur cette histoire de destin. C'est une des raisons pour lesquelles l'évolution nous dérange. C'est qu'on vous raconte un monde qui change, mais sans destin. Sans but ni destin. Quatrième point, sur le plan des images, l'évolution, parfois, on l'entend par l'ensemble, c'est cette espèce de grand arbre de la vie. Ça aurait presque cette figure-là, vous voyez. Là, je l'ai pendu par la racine, exprès. Vous pouvez tourner ça dans n'importe quel sens. Une espèce de buisson qui raconte qui partage quoi avec qui. Alors, brutalement, sur le plan algorithmique, cette figure-là, elle ne fait que dire, ces deux-là, ils partagent ensemble des choses, très étroitement, mais ils partagent des choses moins étroitement, ils partagent d'autres organes avec d'autres voisins ici, un peu moins étroitement, etc., etc. C'est un arbre des partages qui n'exclut personne, parce que c'est une procédure agglomérative. On ne met personne à la poubelle là-dedans, c'est un emboîtement de partage. Qui partage quoi avec qui? Donc ce n'est pas une technique divisive, c'est une technique agglomérative, ça c'est important à dire. Et puis vous passez ça à travers la moulinette de la théorie de l'évolution, et grâce à Charles Darwin 1859, le qui partage quoi avec qui me renseigne sur qui est apparenté à qui. Car on hérite de ses ancêtres que ce qu'on possède, on n'hérite pas de ce qu'on ne possède pas ou ça n'a pas de sens. Si vous postulez que ce que vous avez
eh bien vous l'avez hérité d'ancêtres communs avec d'autres. Le qui partage quoi avec qui va vous donner des degrés relatifs d'apparentement. Donc ça, ce sont des degrés relatifs d'apparentement. Celui-ci et celui-là sont plus apparentés entre eux, sur le plan généalogique, qu'ils ne le sont de n'importe quoi d'autre ici. Bon, ça, c'est l'image de l'évolution telle qu'on se la représente. C'est pas faux non plus, mais c'est incomplet, on va dire. Pourquoi c'est incomplet? Parce que cette figure ne vous parle pas du processus par lequel la matière se transforme. Elle ne vous parle que du résultat en termes de partage d'attributs. Voilà les attributs qui sont partagés par un tel et un tel. Mais le processus lui-même, je n'en ai pas vraiment besoin pour construire cette figure-là. L'algorithme qui construit cette figure pourrait très bien ne rien savoir des modalités du changement de la matière, pour dire les choses clairement. Là, on est en sciences des structures, alors que quand on parle des modalités du changement de la matière, on est en sciences des processus. Sciences des structures, c'est qu'est-ce que c'est et d'où ça vient. Sciences des processus, c'est comment ça marche. Donc ces deux sciences contribuent à l'évolution, mais cette figure d'arbre n'a un pied que dans la science des structures, c'est-à-dire le qu'est-ce que c'est et d'où ça vient. Une évolution conçue, alors là un terme encore plus populaire, je dirais, la marche vers le progrès. Combien de fois dans des articles de journaux ou dans des titres de conférences, vous avez des choses du genre la biodiversité ou l'évolution de la bactérie à l'homme. C'est-à-dire qu'on mélange le récit avec une héroïsation de notre propre lignage. Pourquoi? Parce qu'on voudrait que le titre de la conférence accroche, bien sûr, l'attention de l'auditeur potentiel. Et pour accrocher l'auditeur potentiel, il faut le prendre par les tripes. Il faut lui dire, on va vous parler de votre destin, là. Il faut que vous veniez, on ne vous raconte pas la phylogénie des poiscailles, dont tout le monde se fout, d'ailleurs. Non, non, c'est l'homme, là, que ça concerne, et c'est vous qui êtes le héros de l'aventure. Et c'est comme ça que les gens viennent à la conférence. C'est sûr que si vous dites de la bactérie à l'ornithorynque, ça va être un peu moins sexy. Donc vous m'avez bien compris, c'est que pour faire venir des gens et pour vendre de la une de journal, on héroïse les discours populaires sur l'évolution en sélectionnant ceux des événements qui mènent à la lignée humaine. Donc on vous parle de la sortie des eaux, comme s'il n'y en avait qu'une seule, comme si on était sorti. Au demeurant, c'est l'eau qui s'est retirée, je vous raconterai ça si vous en avez la patience. Il faut bien voir que tout notre sémantique et notre vocabulaire pour parler d'évolution procède en partie d'une héroïsation au moment même où on a la charge de faire comprendre ce que c'est que l'évolution publique. C'est-à-dire que notre volonté de vulgariser va elle-même porter en elle, va porter en elle en fait les obstacles à la compréhension, alors qu'on est en train d'essayer de faire comprendre. Donc cette héroïsation, c'est une peste, c'est une poisse. On n'arrive pas à expliquer aux gens que l'évolution n'a pas de destin en leur disant la bactérie à l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la marche vers le progrès, alors il y a eu, enfin je ne suis pas le premier à le dire, hein, là j'invente rien, lisez La vie est belle de Stephen Jay Gould, ce fameux paléontologue américain, qui a passé quand même une bonne partie de ses écrits à dénoncer le mélange de discours des valeurs dans le récit de l'évolution, le mélange des discours de valeurs qui fait croire aux gens que dans l'évolution il y a un progrès. Alors, entre nous, le terme de progrès, c'est typiquement un concept de valeur. Progrès pour qui? Celles des acquisitions anatomiques qui sont sur le chemin généalogique qui mène à nous, constituent-elles un progrès pour les bactéries? Ou pour les je sais pas, pour les mousses ou pour les pigeons? Enfin bref, vous m'avez compris. Si vous n'avez pas une seule ligne en tête, mais si vous avez un buissonnement du vivant, la lignée du pigeon, elle n'a rien à faire de ce qui se passe dans la lignée de l'homme. Le progrès, c'est qu'est-ce que c'est le progrès? Le progrès, c'est typiquement une notion de valeur qui s'introduit dans un discours historico-scientifique. Alors qu'on l'assume comme récit mythique en tant que tel, encore une fois, on est toujours sur des problèmes d'étiquette. Qu'on s'en empare dans un récit résolument onirique ou poétique, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'on enseigne ça comme science à l'école. Moi, je suis scientifique, j'ai envie que les gamins ils apprennent vraiment de la science, pas autre chose qui se déguise en science. Vous voyez, on est encore sur des histoires d'étiquette et de rigueur, bien sûr. Donc, marche vers le progrès, peut-être si vous le souhaitez, mais en tout cas, c'est pas dans les laboratoires que ça se fait, ça, aujourd'hui. Alors, ça s'est fait dans le passé, ne soyons pas naïfs. Et Gould le dit bien, le 19e siècle a été un siècle qui a mélangé les discours de valeur et les discours de fait. Darwin publie un arbre en 1859. Ernst Haeckel, qui se réclame de Darwin, qui est un scientifique allemand de l'époque, reprend l'héritage de Darwin, mais transforme son arbre en un chêne muni d'un sommet,
Et qu'est-ce qu'il fait? Il trahit la pensée de Darwin, c'est qu'il réintroduit dans le sommet du chêne un progrès de l'évolution que Darwin avait exclu, non pas par négation, mais exclu du fait que la notion de progrès était hors champ. Les notions de progrès et de perfection ne sont pas de l'ordre du discours scientifique. Donc, Haeckel a trahi Darwin en réintroduisant l'homme au bout de son arbre, et les scientifiques ont, bien sûr, dans le passé, participé à cette confusion. Hein. Si la confusion existe dans le public, c'est que les scientifiques l'ont installée eux-mêmes au départ. Et puis pour terminer, la grande difficulté du mot évolution, c'est qu'au départ, ce mot en science ne servait pas à désigner ce qu'il désigne aujourd'hui. Alors ça contribue encore à la confusion. Évolution au début du XIXe siècle, c'était réservé pour le développement de l'embryon. L'évolution, c'est le déploiement de ce qui est contenu en germe. Quelle trahison énorme quand je suis en train de vous dire que dans l'évolution, il n'y a ni destin, ni finalisme cosmique en quelque sorte, on va voir pourquoi dans un instant. Quelle trahison quand on pense que l'évolution, au départ, ça voulait dire déploiement de ce qui est contenu en germe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous sommes aujourd'hui, contiendrait-il en germe absolument ce qui va se passer dans 1 million d'années? Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas du tout ce que le cadre théorique moderne prévoit. Ce qu'il adviendra de nous, ce qu'il adviendra de n'importe quelle espèce là-dehors, dans 1 million d'années, est une affaire de contingence des milieux. Personne ne peut prévoir ce qui va se passer dans les milieux. On n'est même pas foutu de prévoir ce qui va se passer dans 10 ans. Alors, dans 1 million d'années, je ne vous dis pas. Donc, pas de destin. Donc, le déploiement de ce qui est contenu en germe, c'est certainement pas ça. Donc, vous voyez, même historiquement, le mot évolution, dans son acception initiale, est en porte-à-faux par rapport à la façon dont on en parle aujourd'hui. Donc, rien que le mot est plombé, vous voyez, avec toutes ces acceptions qui circulent. Alors, chez les scientifiques, on a envie de réserver le mot évolution à ces 2 premiers termes. On parle d'évolution souvent soit comme une théorie générale, soit comme le processus par lequel la matière biologique, la matière organique biologique se perpétue et se transforme. Alors, l'évolution, elle est là pour répondre depuis l'origine d'une tentative collective par les hommes d'expliquer rationnellement le monde réel. L'évolution, elle essaye de répondre à 3 grandes questions que les hommes se sont posées depuis le début, hein, parce qu'en fait, elles concernent des phénomènes qui sont visibles à l'œil nu. Le premier phénomène visible à l'œil nu, c'est cette merveilleuse adéquation entre les formes et les fonctions. Ah, bon sang de bonsoir! Le rayon de courbure de votre cristallin, c'est pile poil ce qu'il faut pour que les rayons lumineux convergent sur la rétine. Qu'est-ce que l'œil est bien fait! Et qu'est-ce que il y aurait 1 degré de plus ou 1 degré de moins, paf, ça convergerait avant ou après et on verrait mal. D'ailleurs, en l'occurrence, cette perfection, entre nous, je vous dis à part, il y a des gens dans cette salle qui portent des lunettes. Ça veut dire que la perfection, vous voyez bien, bon, en fait, la perfection relève effectivement d'un discours de valeur. C'est pas du tout de l'ordre du biologique. On n'admet pas qu'on porte des lunettes. C'est bien que votre cristallin. Alors, c'est pas que le cristallin, il y a peut-être d'autres parties de l'organe qui dysfonctionnent, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette harmonie apparente de la nature, de tout temps, on s'est interrogé sur son origine. Et comme vous le savez certainement, avant que les sciences ne soient émancipées, avant que les sciences ne soient politiquement émancipées et méthodologiquement émancipées, c'est-à-dire il faut quand même attendre la charnière 18e, 19e siècle, hein, eh bien on réservait à cette réponse un cadre typiquement théologique. Hein. Donc pour Linné, Carl Linné par exemple, grand classificateur du début du XVIIIe siècle, pour Linné, l'ordre naturel, l'harmonie apparente, pardon, et puis même l'ordre naturel dans la distribution des organes, tout ça c'est le fruit du divin, puisque c'est l'ordre qui a présidé au plan de création. Hein. C'était l'époque où Linné faisait à la fois un travail de scientifique et un travail de théologien, puisque la systématique qu'il invente, la science des classifications, Linné, il stipule clairement que c'est la science divine, hein, c'est la science qui va restituer à l'intelligence des hommes la perfection du plan divin. Et là, on est dans un registre scientifique, à une époque où l'émancipation n'est pas encore complète. Je vous rappelle qu'en 1751, Buffon doit publiquement récuser ses propres résultats sur l'âge de la Terre face aux théologiens de la Sorbonne, sur 14 points. Il est convoqué par la Sorbonne et ses expériences à Montbard dans ses forges en Bourgogne
ces expériences donnent à la Terre un âge de, si je me souviens bien, 45 000 ans, il me semble, pour la première expérience. Et 45 000 ans, c'est déjà inacceptable pour la Sorbonne, qui réservait à la Terre 4004 ans avant Jésus-Christ. L'évêque Usher avait réglé cette question une fois pour toutes, et donc c'était pas négociable. Donc pour vous dire que les scientifiques n'étaient pas encore autonomes complètement au début au milieu du XVIIIe. Alors, les trois grandes questions, disais-je. Première question, trouver une origine naturelle à l'harmonie apparente entre les formes et les fonctions. Deuxième question, trouver une origine à ce qu'on appelait les espèces. L'homme a toujours eu cette intuition, en regardant la nature, que les éléphants font des bébés avec les éléphants et les rhinocéros font des bébés avec les rhinocéros. Et c'est très bien que cette formule-là ne marche pas. C'est pas un trucage au demeurant. Hein. Il y a un mec qui est arrivé dans la savane africaine en 1914 avec un appareil photo. Imaginez le truc. Et il est tombé devant ça, il a pu faire une pause. Enfin bon, c'est merveilleux. C'est un coup de bol, je veux dire, parce que ça ne doit pas se passer souvent quand même. Hein. Mais on sait qu'il y a des formules qui ne marchent pas. On a toujours été sensible à ces régularités. N'importe quel parent d'élève vous dira les chats font des petits avec les chats et les chiens font des petits avec les chiens. Bon, ça fait depuis les origines de l'homme, on l'observe. Une régularité apparente. Mais ces communautés de reproduction, étanches les unes aux autres, à nos yeux, d'où viennent-elles? Voilà un ordre apparent dont on s'interroge sur l'origine. Troisième interrogation fondamentale, les naturalistes qui se sont penchés sur la nature ont remarqué que la distribution des organes dans la nature n'était pas complètement désordonnée. En fait, il y a un ordre naturel perceptible. Tout ce qui a doigt a déjà membres. Il n'y a pas de doigts en dehors de ceux qui n'auraient pas déjà des membres. Tout ce qui a pouce opposable a déjà des doigts. Bien sûr, le pouce est un doigt. Mais tout ce qui a membre a déjà vertèbres. Je ne trouve pas les membres en dehors de ceux qui n'auraient pas déjà des vertèbres. Tout ce qui a vertèbres a déjà crâne. Il n'y a pas de bestiole dans la nature qui se balade avec des vertèbres sans avoir un crâne. La distribution du crâne est plus large que la distribution des vertèbres. La distribution des vertèbres est plus large que celle des membres. La distribution des membres est plus large que la distribution de la fusion des frontaux. Enfin bref, dans la distribution des organes, ce n'est pas le bazar. Et donc il y a un ordre naturel, et pour l'inné typiquement, début XVIIIe siècle, cet ordre naturel dans la distribution des organes, c'est le fruit du plan de création. Parce que l'inné est fixiste, créationniste, bon, à son époque c'est normal, il n'y a pas d'idée de transformation encore, disons, suffisamment mûrie au début du XVIIIe siècle. Eh bien, ces trois questions relèvent, à mon sens, du fait que, et ça faut le comprendre, je pense surtout en termes pédagogiques pour nos élèves, elles relèvent du fait que, pour des raisons psychologiques mais aussi métaphysiques, l'homme s'est entraîné lui-même à accorder de l'importance aux régularités et à négliger les irrégularités. En fait, nos yeux et nos cerveaux sont entraînés à repérer d'abord, ou à donner d'abord de l'importance à ce qui est récurrent et ce qui fournit des repères, ce qui est susceptible de se reproduire demain. Des régularités, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Tout simplement pour définir nos actes de manière efficace. Un monde totalement désordonné, totalement imprévisible, nous angoisse fondamentalement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les régularités qui nous permettent de définir nous-mêmes nos actions, en réaction à ce monde, justement. Et donc, notre œil a porté son attention aux espèces en négligeant la variation intraspécifique, parce que les espèces, c'était les régularités auxquelles il fallait s'attendre. Notre œil s'est entraîné à vouloir absolument interpréter l'ordre apparent dans la distribution des organes, même si les organes sont distribués de manière désordonnée, en fait. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est le bordel dans la nature. Mais que c'est notre œil, pour les besoins métaphysiques certainement, qui a d'abord donné son importance à l'interprétation de ce qui est régulier, et pas au bordel, pour vous dire les choses clairement. La distribution des organes, elle n'est pas si ordonnée que ça. Vous faites de l'aile deux fois, les ailes des chauves-souris, c'est les mêmes que les ailes des oiseaux. Ah, il y a des ailes chez les chauves-souris et les oiseaux. Mais attendez, la chauve-souris, elle a des ailes, comme les oiseaux, et puis elle a les poils et les pavillons aux oreilles comme le chat et le chien. Mais le chat et le chien, il n'a pas les plumes. Attendez, c'est quoi ce bazar? Bah oui, il y a du bazar aussi. L'harmonie entre les organes. Pourquoi vous êtes assis pour m'écouter? Pourquoi vous n'êtes pas debout pour m'écouter? On va en parler tout à l'heure. C'est qu'en fait,
l'harmonie entre les formes et les fonctions, présumée-t-elle, n'est pas si harmonieuse que ça, et en fait nos corps sont des compromis historiques. Bon, allez, je vous vends la mèche, votre bipédie, elle est pourrie, quoi. Elle vient de l'époque où vous vous suspendiez aux arbres, et votre colonne vertébrale, elle est verticale, elle est efficace quand elle est verticale en extension, mais pas en compression. C'est-à-dire qu'entre le matin et le soir, votre colonne vertébrale, elle peut se tasser entre 0,5 cm et 2 cm. Ça veut dire que les disques intervertébraux supportent assez mal une journée d'une dizaine d'heures debout. Sans parler de la dépense énergétique. Si vous faites de la comparaison entre la bipédie humaine et la bipédie des oiseaux, ou des dinosaures théropodes par inférence, vous vous apercevez que la meilleure bipédie en termes énergétiques, c'est celle des oiseaux. Ils restent debout en dépensant beaucoup moins d'énergie que nous. Nous, la station debout nous fatigue. Les oiseaux, non. Ils sont tranquilles. Enfin, bon, vous avez bien des canards ou de temps en temps qui se couchent, mais une bonne partie des oiseaux peuvent dormir sur leurs pattes. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette harmonie entre les formes et les fonctions, dès lors qu'on veut bien essayer de la mesurer ou de la comparer, on s'aperçoit que ce qui apparaît harmonieux, en fait, ne l'est pas. Nos corps sont des compromis entre des contraintes qu'on va voir dans un instant, des pressions contradictoires. Et j'aime bien ce mot de compromis parce que, allez, hop, on a historiquement ça s'arrange, on fait encore des petits avec ça, jusqu'à ce que demain la donne soit bouleversée, mais arrangez-vous comme ça, quoi. La plupart de nos petits mots au quotidien sont le fruit de ce que je vous dis là. Hein. Vos yeux ne sont pas si parfaits que ça. Hein. Vous avez des lunettes et je ne parle pas de toute autre altération que vous pourriez subir, cachée. Bon, bref. Alors, et puis pour parler des espèces, eh bien oui, notre œil s'est focalisé sur la reproductibilité des communautés de reproduction, mais l'inné, en voulant garder dans la nature ce qui relève du plan divin, n'a pas voulu voir le désordre parce que le divin n'a pas pu faire un monde désordonné. Donc l'inné a fermé les yeux sur la variation. Donc l'inné, c'est logique, l'inné était essentialiste. Ce qui compte, c'est le type auquel chaque individu puisse se rattacher. Le type est inscrit dans le firmament, dans la volonté divine. La catégorie transcende l'objet qu'elle est censée contenir ou dont elle rend compte. Et donc l'objet porte l'essence de la catégorie à laquelle elle se rattache. La variation, dit l'inné, il la voit la variation, mais il dit que c'est du alors soit il dit que c'est du caprice divin, soit il parle de corruption matérielle du plan divin. C'est-à-dire que la matière corrompt, la matière par son imperfection corrompt l'idée pure de coccinelle ici. Donc sur les élytres des coccinelles, il y a des taches de couleurs différentes, mais ça c'est de la corruption matérielle. Ce qui compte, c'est que chaque individu se rattache à la coccinelle. Ce que je dis là, c'est vraiment pas décoratif. Quand vous faites des sciences naturelles à l'école élémentaire aujourd'hui, vous avez la moitié des élèves qui peuvent dire « il a 6 pattes parce que c'est un insecte ». Et ça, c'est pas de la biologie. Hein. Le biologiste va dire « c'est un insecte parce qu'il a 6 pattes ». Insecte est une convention de langage construite sur la base d'un partage entre la coccinelle, la sauterelle et le papillon, de la présence de 6 pattes, lesquelles 6 pattes sont des attributs que conventionnellement nous avons définis, nous scientifiques, comme définissant les insectes. C'est nous qui faisons les boîtes. Les boîtes, elles ne sont pas dans le firmament, en biologie d'aujourd'hui. Donc imaginez un peu le travail qu'il peut y avoir à faire à l'école élémentaire. Les premières étapes de classification de l'école élémentaire, c'est pas de la science, c'est pas des sciences naturelles, c'est des sciences cognitives, et c'est même presque de la philosophie, c'est-à-dire comment donner les moyens matériels aux enfants de fabriquer des boîtes eux-mêmes, en comprenant que les boîtes, c'est eux qui les font et c'est eux qui les justifient. Et ça, c'est vraiment ce qu'on fait en biologie aujourd'hui. On ne prétend pas retrouver un plan divin. C'est nous, on est conscient du cahier des charges de nos catégories, de nos boîtes, et c'est nous qui les justifions. Alors, l'inné, pour lui, les boîtes sont déjà inscrites dans la nature, et les espèces sont déjà dans la nature, puisque boîtes et espèces sont le fruit du plan divin. Pour la biologie d'aujourd'hui, c'est l'inverse. Dans la nature, il y a que des individus, et c'est nous qui projetons des boîtes pour arriver à parler d'individus qui sont cohérents au regard de propriétés que j'aurais spécifiées et par lesquelles je justifie ces boîtes. Parce que vous avez mis des milliers de façons de faire des boîtes. Hein. Un oursin au restaurant, c'est un fruit de mer. Le concept de fruit de mer rend compte d'une palette gustative. Dans un labo d'écologie, un oursin, ça fait partie du benthos. Le benthos rend compte des relations que cet oursin entretient avec son environnement et avec ses espèces voisines. Dans un labo de zoologie, l'oursin, c'est un échinoderme. Les échinodermes rendent compte des attributs de l'oursin, et pas de sa fonction dans le milieu, et ni du goût qu'il a au restaurant. Je suis en train de vous dire, vous avez 1000 façons de vous faire des boîtes dans vos têtes,
et qu'on a intérêt à être renseigné sur le cahier des charges de nos catégories. De quoi parlent nos catégories mentales? Ça, en évolution, si on n'en est pas instruit, on va vite vers des bêtises. Voilà, donc tout ça pour vous dire que la variation, elle a été négligée du fait que notre œil s'attache, pour des raisons diverses, aux régularités de la nature et pas aux irrégularités. Charles Darwin a eu ce talent de laisser de côté les catégories préconçues, j'ai envie de dire, et porter son attention sur la variation. Et ça, c'est son premier mérite, c'est d'avoir su regarder que dans ce qu'on appelle une espèce, et qui était donnée pour donner, en fait, par ses prédécesseurs, eh bien, savoir voir que, si on oublie un peu l'espèce, savoir observer qu'en fait, les espèces, elles varient dans des proportions qu'on n'imaginait même pas jusque-là. Un livre entier de Charles Darwin sur la variation. Et donc, la variation, c'est le carburant de l'évolution. Charles Darwin va justement, sans nécessairement avoir besoin d'être renseigné finement sur les raisons matérielles pour lesquelles les générations se suivent et ne se ressemblent pas complètement, eh bien, il lui suffit de constater qu'il y a de la variation pour enchaîner un raisonnement déductif que je vais vous faire dans un instant et qui donne le cœur, l'architecture de son raisonnement. Le raisonnement de Darwin, quel est-il? Il y a une variabilité qui se définit comme l'aptitude naturelle à varier. Et ça, je n'ai pas besoin de savoir l'ADN ou quoi que ce soit d'autre pour me rendre compte qu'il y a de l'aptitude naturelle à varier. Ces coccinelles, elles font des petits ensembles et elles ne sont pas toutes pareilles. L'aptitude naturelle à varier explique pourquoi il n'y a pas deux personnes dans cette salle qui ont le même visage. Deuxième constat, cette variabilité, elle se laisse manipuler. Ça aussi, il n'y a pas besoin de connaître les modalités de transmission des caractères par l'ADN ou autres d'ailleurs, caractéristiques, pour s'apercevoir que cette variation, elle se laisse manipuler. L'aptitude naturelle à être sélectionnée s'appelle la sélectionnabilité. Deuxième propriété naturelle des populations. Tellement souple cette sélectionnabilité qu'en 15 000 ans, l'homme fait de cet animal-là les choses qui sont là-bas. Il faut juste 15 000 ans en guidant un peu les croisements pour atterrir là-bas. Et donc, le truc, c'est que, évidemment, là pour l'instant, on est dans un constat concernant les êtres vivants. Vous allez me dire, c'est l'homme qui agit là. Effectivement, c'est l'homme qui exploite la variabilité et qui en utilise, si vous voulez, une propriété qui est sa plasticité ou sa sélectionnabilité pour arriver à ses fins. Mais justement, la question de Charles Darwin, c'est, pour répondre aux trois questions qu'on a posées tout à l'heure, n'existe-t-il pas dans la nature des agents dont le rôle serait analogiquement comme le rôle de l'homme dans le cas de l'horticulture et de l'élevage? C'est-à-dire, n'y aurait-il pas des agents sélectifs qui, en quelque sorte, auraient pour résultat que certains variants laisseraient plus de petits que d'autres à la génération suivante? Qu'est-ce qu'il fait l'homme quand il fait de l'horticulture ou de l'élevage? Il privilégie certains variants de manière à ce que ce variant ait sa proportion amplifiée dans la génération suivante. Les traits qui nous intéressent en fait, nous les hommes. Mais n'y aurait-il pas, sans hommes nécessairement présents, mais juste des agents dans la nature qui, tout simplement, seraient responsables de la surreprésentation à la génération suivante d'un variant sur les variants alternatifs d'une même population? Donc n'y aurait-il pas de la sélection dans la nature, en fait? Eh bien la réponse, elle va arriver après un troisième constat. Troisième constat de Charles Darwin, il y a une aptitude naturelle des êtres vivants au surpeuplement. En fait, si on regarde tout ça de près, on s'aperçoit que les êtres vivants sont ainsi faits que lorsqu'ils rencontrent un optimum physique et de la ressource nourricière, eh bien, ils se comportent comme des machines à faire du petit, quoi. On y va et on fait de la génération, on fait du petit. Ça se vérifie partout. Il y a juste besoin des optima physiques et de la nourriture pour que ça se produise. Alors, le 19e siècle est riche d'exemples d'espèces exportées d'Europe et qui révèlent cette aptitude, ce potentiel. Quand une espèce européenne arrive sur une île ou sur un continent, deux phénomènes en général extrêmes. Soit elle ne s'acclimate pas, et ça passe même pas la première génération, on n'en parle plus. Mais alors quand elle s'acclimate, bonjour les dégâts. En général, ça pullule. C'est qu'il y a
Il y a une nouvelle ressource qui est trouvée, et s'il n'y a pas de, justement, s'il n'y a pas de limite à l'exploitation de cette ressource, on a une pullulation. Alors, les lapins en Australie, les chèvres sur certaines îles de l'océan Indien, je vous passe la litanie des espèces, les rats et les souris, je ne vous dis pas, la litanie des espèces exportées, où on constate effectivement ces pullulations, et les plantes aussi d'ailleurs. Donc, on en déduit que chaque communauté de reproduction, j'ose pas dire chaque espèce, mais allons-y, chaque communauté de reproduction porte en germe, si vous voulez, ce qu'il faut pour pulluler. Il y a un potentiel à la pullulation. Or, lorsque Charles Darwin fait son voyage sur le Beagle entre 1831 et 1835, il voyage dans de multiples contrées, dont des contrées non perturbées par l'homme. Et que voit-il quand les milieux ne sont pas perturbés par l'homme? Eh bien, comme par exemple la forêt tropicale brésilienne, dans laquelle il va herboriser. Eh bien, voit-il, dans ces milieux non perturbés par l'homme, voit-il une seule espèce pullulée? Parce que chaque espèce a comme potentiel, justement, cette capacité à la pullulation. Alors, voit-il une seule espèce pullulée? Y aurait-il une seule espèce qui aurait remporté, en quelque sorte, cette guerre à la pullulation? Eh bien, non. Moins le milieu est perturbé par l'homme, plus il y a d'espèces en coexistence. Paradoxe, puisque chacune porte en germe la pullulation, si vous voulez. Et donc il en déduit un équilibre naturel. C'est donc que chaque espèce, au lieu d'être en compétition, si vous voulez, qui amènerait nécessairement une hégémonie, au contraire, chaque espèce est un des agents qui contient l'espèce voisine, qui la contient, non pas qui l'élimine, mais qui en contient l'expansion. C'est-à-dire que le filtre, il est là. Contenir l'expansion, ça veut simplement dire mettre une limite à la capacité expansionniste de l'autre, selon les paramètres qui sont ceux qu'on est capable d'imposer. Et donc ces paramètres, ils ne sont pas guidés par la main humaine, mais ces paramètres, ils sont néanmoins présents dans le milieu. Et la sélection naturelle n'est ni plus ni moins que la coprésence de plusieurs espèces, et alors par voie d'extension de paramètres physiques et chimiques, ensoleillement, pH du sol, humidité de l'air, accès à l'eau, enfin j'en passe, hein, tous les paramètres physiques et chimiques qui font que des individus biologiques vont pouvoir rencontrer leur optimum de croissance. Et donc on a ce qu'on appelle la sélection naturelle, c'est-à-dire l'ensemble des paramètres du milieu qui opèrent sur la variation, une sorte de filtre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des variants momentanément avantagés dans cette course à la pullulation, et d'autres qui le seront moins. Alors ceux qui le seront moins resteront en fréquence basse, voire même disparaîtront. Et de toute façon, comme la matière vivante est en permanence altérée, enfin elle change tout le temps, donc même s'il y a des variants qui disparaissent, d'autres apparaissent, donc c'est une espèce de tapis roulant de la variation, filtré en temps réel par les paramètres du milieu. Ah mais dis donc, ça veut dire quoi ça, voilà un facteur d'optimisation, puisque s'il ne se déploie dans la génération suivante que ce qui est momentanément viable, ce qui est momentanément, il faut bien une concordance, quelque part, physico-chimique, qui définit même la viabilité. Donc la concordance apparente entre les formes et les fonctions, entre nous, alors voilà l'explication naturelle, c'est que cette concordance, elle est le fruit d'un filtre non intentionné en fait. Et donc, par voie de conséquence, ce qu'on appelle une fonction en biologie doit relever du discours rétrospectif. Une fonction, c'est tout simplement énoncer les conditions de performance qui expliquent pourquoi une structure s'est maintenue à travers les générations, bien qu'elle ait été altérée en permanence. Alors attendez, je vous le fais la tronçonneuse. L'œil, oui, la fonction de voir. On dit l'œil est fait pour voir. Ben oui, le pour, c'est un pour rétrospectif, c'est pas un pour prospectif. C'est un pour rétrospectif. Alors, voir, qu'est-ce que c'est? C'est capter des photons, et être capable d'exciter la rétine avec ces photons, et de transduire l'excitation en signal nerveux derrière, jusqu'au bon. Si c'est ça à voir, l'aptitude de la rétine à capter les photons a été la condition par laquelle les rétines et les yeux se sont maintenus. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de photons à capter? Vous avez le truc en exemple. Les faunes des grottes, quand il n'y a plus un seul photon qui rentre dans le milieu, vous avez plusieurs lignées de crustacés indépendantes qui perdent les yeux, plusieurs lignées de salamandres qui perdent les yeux, des poissons téléostéens qui perdent les yeux, les astyanax du Mexique, c'est un animal sans yeux. Il n'y a rien à la place de l'œil, il n'y a rien. Quand il n'y a pas de photons à capter, votre organe ne se maintient pas, parce que justement la condition de performance du maintien de l'organe, c'est le fait que l'efficacité du système rende un service, en quelque sorte, à la pérennité de l'ensemble.
Donc le pour est forcément rétrospectif en évolution. Seulement, là, voilà bien un piège de notre vocabulaire, c'est que le pour dans notre langue est à la fois rétrospectif et prospectif. Pour nous, le pour signale une intention que nous nous destinons dans le futur proche ou le futur lointain. Mais le pour est inscrit dans le futur de notre langue. Il faudrait inventer un autre mot pour parler d'un pour rétrospectif. Alors on appelle ça fonction. On appelle ça fonction en biologie, mais la fonction n'est qu'encore une fois énoncer la condition performante, rétrospectivement énoncée, qui explique pourquoi les structures se sont maintenues malgré leur altération. Donc toutes les versions d'yeux que vous avez dans l'évolution, chez les calamars, chez les crustacés, les yeux sont faits pour voir, évidemment. C'est dire tout simplement qu'un œil se définit par le fait qu'il est capable de capter des photons et de transduire le signal en signal nerveux. Alors vous voyez que ça en fout quand même un sacré coup au discours, comment dire, je vous donnerai des exemples de phrases tout à l'heure sur la confusion entre la finalité fonctionnelle et le finalisme cosmique. C'est que vous voyez, cette ambiguïté du mot pour, elle est travaillée en plein par cette confusion, elle est entretenue par les créationnismes. Hein. C'est que, puisqu'il y a une finalité fonctionnelle, il y a forcément un architecte qui a voulu cette finalité fonctionnelle, parce qu'on ne la conçoit que prospectivement, et non pas rétrospectivement. Et tous les sites internet sont truffés de ça. Hein. S'il y a un œil qui fait pour voir, c'est qu'il y a un architecte derrière qui a voulu... c'est du Paley. Hein. De toute façon, on est dans le Paley, quoi, dans la théologie de William Paley. Alors, si on se résume... variation. Ah oui, petite parenthèse, variation. La variation pour Darwin n'intervient pas aux besoins de son porteur. Alors, il faut arrêter avec l'hérédité des caractères acquis qui serait réservée qu'à Lamarck. Jean-Baptiste Monet de Lamarck, 1809, propose un cadre théorique pour expliquer le changement des êtres vivants. Et on dit toujours, Lamarck se caractérise par l'hérédité des caractères acquis, les modifications somatiques, du corps accumulées par les individus au cours de leur vie est transmissible à la génération suivante. Et Darwin était forcé d'admettre, en 1859, l'hérédité des caractères acquis. Darwin l'admet. C'est pas ça qui fait la différence entre Lamarck et Darwin. Il y a deux trucs qui font la différence entre Lamarck et Darwin. Pour Lamarck, la variation apparaît aux besoins de son porteur. C'est-à-dire que le milieu instruit l'impulsion de la variation. Pourquoi ? Tout simplement parce que Lamarck pense que la variation apparaît en vertu des efforts que font les individus pour subvenir à leurs besoins. Dans un milieu donné, un individu est poussé à produire des efforts qui lui permettent de subvenir à ses besoins, entraîner certains organes, en entraîner un peu moins d'autres. L'entraînement de l'organe va le renforcer, va l'amener à croître. Le défaut d'usage de l'organe va amener cet organe à se réduire, et cette atrophie ou cette hypertrophie accumulés pendant la vie de l'individu vont se transmettre à la génération suivante. C'est l'hérédité des caractères acquis. Mais en quoi le milieu instruit-il la variation ? C'est que c'est en vertu des besoins que l'individu ressent que l'organe va être entraîné ou atrophié. Donc l'organe entraîné va se produire aux besoins de son porteur par définition. La conception de la transformation chez Lamarck, elle est individuelle. C'est l'individu qui fait l'effort. Donc première propriété, chez Lamarck, la variation apparaît aux besoins de son porteur, et deuxièmement, la conception de la transformation, elle est individuelle. Chez Darwin, c'est le contraire. C'est-à-dire que chez Darwin, la variation apparaît indépendamment des besoins du porteur. Ça veut dire que les variations, elles peuvent être complètement délétères. Ce qu'on a appelé jusqu'à tard dans le 19e siècle des monstres sont précisément l'expression du fait que la variation organique ne se produit pas nécessairement aux besoins de son porteur. Ceux qui portent des lunettes ou, je sais pas moi, des fausses dents ou des prothèses, enfin bref, peu importe, ou des appareils, quel que soit l'appareil par lequel vous êtes supplémenté, montrent que vos variations et vos usages d'organes se produisent indépendamment de vos besoins. Hein. Alors pour Darwin, la variation est indépendante du besoin du porteur. Donc les variations, elles peuvent être mortelles, elles peuvent être très handicapantes, peu handicapantes, enfin, toute la gamme, quoi. Et puis des variations qui sont bénéfiques aussi dans le milieu dans lequel on est. Donc indépendance de la survenance de la variation par rapport aux besoins de son porteur.
Et deuxième caractéristique, la transformation chez Darwin ne se mesure qu'à l'échelle populationnelle. Ça, il faut le souligner 10 fois. Dans nos écoles et dans nos journaux, il y a une confusion entre comment dire, le succès reproducteur d'un variant mesuré de manière populationnelle à l'acclimatation individuelle. C'est-à-dire qu'en fait, un succès individuel, tout se passe comme si l'évolution ne pouvait être qu'une affaire d'adaptabilité ou de succès individuel. Non, les choses se mesurent à l'échelle populationnelle. Rien en dehors des fréquences dans les populations. Donc là, on est vraiment à des problèmes, il y a des différences d'échelle importantes. Alors cette variation, elle apparaît indépendamment des besoins du porteur. La reproduction, évidemment, on s'intéresse aux traits qui sont héritables, et il se trouve que là, la couleur de l'élytre de ces cétoines, cette couleur est héritable. Eh bien, le milieu, qu'est-ce qu'il fait? Le milieu, il provoque un tri, mais un tri aveugle, évidemment, un tri, ça dépend ce que ces cétoines rencontrent. Ben là, elle rencontre un piaf qui ne voit que les verts, il ne voit pas les jaunes. Alors le piaf va prélever sa nourriture sur les verts, et évidemment, il va impacter la fréquence des verts relativement à la fréquence des jaunes. Et puis si la couleur de l'animal est héritable, ben, la génération suivante, il va y avoir plus de jaune que de vert, c'est normal, les verts à chaque génération sont prélevés d'un fardeau de prédation, et donc au bout du compte, ben, il ne restera plus que des jaunes. Alors, une fois que je vous ai raconté cette jolie histoire, n'oubliez jamais que le tapis roulant il continue à rouler, c'est que demain il y aura des rouges qui apparaîtront, ou des violets, et que la variation continue de se produire. Hein. On n'arrive pas à un plateau là. Il n'y a aucune raison qu'il reste jaune ad vitam aeternam. Hein. Donc l'évolution ne s'arrête jamais, en quelque sorte. Donc ce petit schéma vous dit, bah, finalement, il va être question d'évolution, surtout de traits qui sont héritables à la génération suivante et qui peuvent expliquer un succès reproductif différentiel. Alors quel genre de traits finalement, ou d'aptitudes vont être amenés par leur propriété même à laisser plus de traces dans la génération suivante ou dans les générations suivantes que les autres, que leurs variants alternatifs. Et bien là, j'aimerais vous emmener vers quelque chose qui est rarement dit, mais qui mérite d'être souligné, c'est que même chez Charles Darwin, la sélection naturelle est un concept extrêmement riche. Extrêmement riche. Quand vous lisez les journaux, en particulier les journaux économiques, et quand vous avez de la compétition interindividuelle entre entreprises, on vous parle de darwinisme. Les bras nous en tombent, hein, parce que c'est une bêtise inouïe. Il y a une réduction, à mon avis, déjà idéologique, faite par Herbert Spencer, un contemporain de Darwin. Il y a une réduction de la pensée darwinienne à de la compétition interindividuelle pour la captation des ressources. Eh bien, cette réduction, elle n'est même pas fidèle à l'histoire de la pensée de Darwin. Je vais vous dire pourquoi. Si vous voulez comprendre le raisonnement sélectif, en quoi il y a de la sélection naturelle, eh bien, il faut vous dire par quels moyens je peux finalement expliquer que certains traits laissent plus de petits à la descendance. Et vous comprendrez la richesse de la pensée sélective. Et surtout, vous allez voir qu'il y a 5 modalités sélectives, encore plus intéressant, 5 modalités sélectives qui se contrecarrent les unes les autres. Et comme elles se contrecarrent les unes les autres, vient cette idée de compromis. Nos corps sont des compromis entre des forces sélectives contradictoires entre elles. Et si vous n'avez pas compris ça, bah évidemment, si on est dans le schéma initial, on est dans le corps parfait. Si vous comprenez qu'il y a 5 modalités sélectives qui se contrecarrent les unes les autres, vous arrivez tout doucement à cette idée de compromis, et cette idée que fonctionnellement, bah, cas 1, cas 1, on a nos petites souffrances, nos petits pets de travers, mais finalement, on fait quand même de la génération suivante. Donc on se débarrasse d'un discours de valeur qui est la perfection, ou le progrès d'ailleurs. Alors, première des modalités sélectives, ceux des traits héritables, qui, lorsqu'ils sont acquis, vous permettent d'échapper un peu mieux à vos prédateurs que la variation alterne sur le même trait, eh bien, ils vont avoir tendance à se répandre dans les populations. Et de proche en proche à s'accumuler. Ce qui explique que ce turbo que vous voyez là, si vous le voyez en fait, eh bien, il ressemble drôlement au substrat sur lequel il vit. Bon, bah, l'origine du mimétisme s'explique effectivement par une des modalités sélectives du vivant. Il n'y a pas que Darwin qui travaille sur le mimétisme, il y a beaucoup de ses contemporains. Mais par un raisonnement tel que celui qu'on vient de vous dire, variation-sélection, bah, on arrive assez vite à des manifestations mimétiques assez spectaculaires. Alors vous avez l'impression d'une harmonie, hein, c'est sûr. Vous avez des insectes dont les ailes miment à merveille la forme de la feuille de l'arbre sur lequel ces espèces se tiennent. À un point même que vous ne voyez même pas l'insecte.
Le mimétisme, hein, il est sur des millions d'années et des milliards de générations, et des milliards d'individus, parce que c'est toute cette loterie. Il ne faut pas seulement accumuler les générations, il faut aussi accumuler les individus pour comprendre que le nombre d'essais-erreurs dépasse votre entendement. Et qu'avec un nombre d'essais-erreurs aussi gigantesque, vous arrivez forcément à un moment à un résultat, entre guillemets, efficace, si évidemment les conditions du milieu se maintiennent dans un temps nécessaire. Parce que le milieu change lui aussi. Hein. Donc, échapper aux prédateurs. Deuxième modalité sélective, capter plus de ressources que le potentiel concurrent sur les mêmes ressources. Alors, il ne s'agit pas seulement d'une autre espèce, il s'agit aussi de vos compétiteurs à l'intérieur de votre propre espèce. Alors, bien sûr, ceci existe. Il n'est pas question de le nier. Mais, encore une fois, ce qu'on appelle la sélection naturelle ou ce qu'on appelle le darwinisme, c'est pas, comme disent certains, pousse-toi de là que je m'y mette. C'est beaucoup plus riche, vous allez le voir. Le pousse-toi de là que je m'y mette, c'est une réduction de la pensée darwinienne à l'une de ces modalités sélectives seulement, parmi 5. Donc, bien sûr, il y a aussi de la course à la captation des ressources. Troisième modalité sélective, ceux des traits héritables qui vous rendent plus sexy. Vous voyez ce que je veux dire ? Ont tendance à se répandre dans la population, bien sûr, puisque ce sont ceux des traits qui vous permettent d'avoir accès à la reproduction. Et donc, on a là tout un livre de Charles Darwin sur la sélection sexuelle, qui est une des modalités de la sélection naturelle. On les oppose, mais il n'y a aucune raison de les opposer. C'est bien par un mécanisme de variation-sélection que la sélection sexuelle s'opère. Donc ça rentre, c'est un chapitre de la sélection naturelle, c'est pas antinomique de la sélection naturelle. Vous voyez ce pan mâle. On a essayé de regarder si vraiment la magnificence de la queue du pan mâle a vraiment à voir avec un succès reproducteur. Les manips ont consisté dans un parc à prendre des pans mâles, à leur retirer des plumes de leur queue, de leur roue, à les coller les plumes surnuméraires sur les queues d'à côté, et puis enregistrer statistiquement le succès des femelles, le succès des mâles à séduire les femelles. Il y a des femelles dans le parc, et on regarde précisément à qui les femelles accordent leur faveur lorsque, lors de la parade nuptiale, les mâles font leur roue. Eh bien, les mâles qui ont la queue mitée, vous avez deviné le résultat, les mâles qui ont les queues mitées ont très peu accès aux femelles, alors que ceux qui ont les queues bénéficentes se reproduisent beaucoup plus, c'est statistiquement significatif, il n'y a pas de problème. Ces manips montrent que cette magnificence de la queue a vraiment rapport avec une capacité, un accès, si vous voulez, à la reproduction. Donc ce qu'on appelle la sélection sexuelle, c'est ceux des traits apparemment aberrants, qui semblent à nos yeux ne servir à rien. Il y a des différences, il y a du dimorphisme sexuel, enfin il y a des différences de forme entre les mâles et les femelles, parfois assez spectaculaires, sur la forme des dents, sur la taille, sur la couleur, enfin il y a, tout ça relève effectivement de la pression que les femelles opèrent sur les mâles et que les mâles opèrent aussi sur les femelles. Quatrième modalité, profiter des autres. Et oui, les associations d'espèces, où vous ne rendez pas la monnaie, ça va avoir du succès. Alors là, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Moi, pour une classe de gamins, ça passe tout seul. Tout le monde a eu une fois dans sa vie des poux dans les cheveux. Vous comprenez le parasitisme. Hein. Vous vivez le parasitisme. Vous vous dites, mais quel avantage je peux avoir d'avoir des poux ou des puces d'ailleurs. Les puces, c'est encore pire. Enfin, j'en sais rien, mais bon, là, j'ai mis un ténia dans un tube digestif humain. Un parasite, il n'y a pas une espèce dans les milieux naturels, enfin, qui ne soit pas, je laisse peut-être les micro-organismes, et encore, puisque un spécialiste des virus vous a dit hier que les virus opéraient eux-mêmes des pressions de sélection sur les populations bactériennes, et pas que d'ailleurs, mais il n'y a pas un organisme vivant qui ne subisse pas, en quelque sorte, des formes d'association à bénéfice déséquilibrés, c'est-à-dire en fait, les organismes vont se mettre ensemble, et puis il y en a un qui va tirer sur l'épingle du jeu, il va beaucoup plus l'avantage à se reproduire que lui confère l'association sera bien supérieur pour lui qu'il n'est supérieur pour l'autre. Donc l'association à bénéfice très déséquilibré, oui, on va se maintenir. Alors, quand je dis se maintenir, les parasites idiots, enfin ça c'est les formules un peu à l'emporte-pièce, mais les parasites idiots ne vivent pas longtemps en évolution, parce que s'ils tuent son hôte trop vite, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc le système, en tant qu'association, il n'est stable que si le parasite n'est pas trop violent dans le désavantage qu'il confère à son hôte. Mais là-dedans, c'est un continuum. Parce qu'en fait, les associations entre espèces, vous pouvez le voir entre une association à bénéfice très déséquilibré, tout doucement, l'emmener le curseur vers une association à bénéfice équilibré, et ça se produit aussi. C'est ce qu'on appelle des symbioses.
C'est-à-dire, en fait, des associations, au cours de l'évolution, on en arrivait à un point où chacun des deux partenaires faisait plus de petits à la génération suivante lorsqu'ils restaient associés qu'ils n'en feraient s'ils n'étaient pas associés. Et donc, du coup, ces associations se sont stabilisées. Et ça, on ne l'enseigne pas assez. C'est une des modalités sélectives. Mais est-ce qu'on vous dit à l'école que la sélection naturelle, c'est la symbiose? Moi, je ne vois pas ça dans les cours. Enfin, ou alors, si ça arrive, c'est tout récent. Hein. La sélection naturelle, c'est la symbiose. Il n'y a pas un végétal ou un animal qui ne soit pas symbiotique. Rendez-vous compte. Il n'y a pas un arbre là qui pourrait faire de la photosynthèse sans les chloroplastes qu'ils ont dans leurs cellules, qui eux-mêmes sont des eubactéries symbiotiques. Et vous-même, votre énergie avec laquelle vous m'écoutez, eh ben, elle vient de ces petits organites que vous voyez à droite là-bas. Ce sont les centrales énergétiques de vos cellules, qu'on appelle des mitochondries. Si vous regardez l'ADN de ces machins-là, il se trouve qu'il y a de l'ADN là-dedans. Si vous regardez l'ADN de ces mitochondries, vous vous rendez compte que la grammaire génétique de cet ADN, ça cause bactéries. Ça cause le langage des bactéries, ça ne cause pas votre langage à vous. Les mitochondries causent bactéries. C'est-à-dire qu'en fait, voilà la trace des phrases d'ADN qu'on trouve là-dedans, la trace, elle est clairement celle d'un héritage bactérien, voici 2,1 milliards d'années, un truc comme ça. La symbiose a eu lieu il y a très longtemps. Mais tous les animaux, absolument tous les animaux sont symbiotiques parce qu'ils ont tous des mitochondries dans leurs cellules. Tous les végétaux aussi. Les plantes, c'est pareil, elles ont les mitochondries. Et les plantes, même, il y a une deuxième symbiose qui est celle des chloroplastes et qui permettent aux plantes de faire la photosynthèse. Enfin, il n'y a pas, en fait, concrètement dans la nature, il n'y a pas une espèce au sens génomique du terme, enfin au sens caractéristique génétique, qui ne soit pas associée à d'autres. Vous ne mettez pas une bestiole dans un milieu sans qu'elle se fasse parasiter à un moment ou à un autre, de toute façon, et puis sans parler de la symbiose qui date déjà de bien longtemps. Hein. Enfin bon, de toute façon, vous pouvez mettre des images là-dessus assez facilement, bien même que ce ne soit pas vous qui ayez inoculé des vers à vos chats ou des puces à vos chats vous ramèneront un jour ou l'autre des vers ou des puces, hein, c'est pas un problème. Coopérer dans l'espèce. Alors ça, c'est la dernière des modalités. Là, on parlait de coopération interspécifique. Mais là, maintenant, on va parler de coopération intraspécifique. C'est-à-dire qu'en fait, la métaphore, c'est celle de l'union fait la force, c'est-à-dire que celle des populations qui ont maintenu leur cohésion grâce à des comportements de services rendus et services rendus en retour. Les forces de cohésion, que sont par exemple le sentiment de compassion, le sort d'assigner à autrui des motifs de souffrance ou de joie qu'on peut s'assigner à soi-même. Le soin de la mère porté aux jeunes, le soin d'un individu vis-à-vis de ses congénères. Ces forces de cohésion comportementale, intraspécifiques, lorsqu'elles étaient pratiquées par certaines populations, ces populations-là ont mieux fait face aux aléas du milieu, aux coups durs du milieu, si vous préférez, que celles qui ne les pratiquaient pas. Et que donc, ces comportements, qui, je vous le rappelle, sont transmissibles. Alors quand je vous dis transmissibles, moi je vous parle de darwinisme sans vous parler d'ADN. Hein. Oubliez l'ADN. Hein. Les modalités de transmission, on s'en fout. Ça peut être verbal, ça peut être culturel. Vous mettez tous les niveaux d'intégration que vous voulez là-dessus. Oubliez l'ADN. Ce qui peut varier tout en étant transmis relève du raisonnement sélectif. Donc, commencez pas à débattre sur vous réduisez le comportement à l'ADN. Non. Il y a multiples modalités de transmission. Donc tout ce qui varie potentiellement et qui est transmissible est susceptible de faire le jeu de ce tri, justement. Et donc la coopération intraspécifique et les sentiments qui régissent cette coopération sont chez Charles Darwin l'origine des comportements solidaires, dans un livre qui s'appelle La filiation de l'homme en 1871, et qui contrecarre la réduction du darwinisme à la compétition interindividuelle pour la captation des ressources. Donc là aussi, vous avez un compromis. Les sociétés animales, et humaines en l'occurrence aussi, dans leur comportement intraspécifique, résultent d'un compromis. Il y a des forces qui sont des forces égoïstes, et il y a des forces qui sont des forces de coopération, et ça coexiste dans la même société. Ça coexiste. Donc on est des compromis de forces contradictoires. Et tant qu'on n'en arrive pas là, on est sur des oppositions, à mon avis, stériles. L'origine, alors Darwin va parler de l'origine de l'entraide, l'origine de la compassion, et il parle même d'origine naturelle de la morale, si vous définissez la morale, évidemment, d'une certaine manière, dont on peut discuter d'ailleurs, comme un ensemble
de règles de comportement qui régissent la vie en société, ou la possibilité d'une vie en société. Alors, c'est le énième, comment dire, scandale de Darwin, parce que je ne parle pas de l'origine simiesque de l'homme, mais dire que la morale peut être conçue comme ayant une origine naturelle, je ne vous dis pas les dégâts au XIXe siècle. Hein, la théologie de l'époque n'était pas prête à concéder que la morale puisse avoir une origine naturelle. Quand je dis naturelle, je dis juste indépendante des dogmes. Hein. Il ne s'agit pas d'embêter les religions. Juste avoir une explication qui ne relève pas, enfin qui échappe à la puissance politique des dogmes. Alors ça, c'était pas admis à l'époque. Et d'ailleurs, ça fait toujours des problèmes aujourd'hui. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a 5 modalités sélectives qui sont extrêmement importantes pour comprendre pourquoi nos corps sont des compromis et nos aptitudes sont des compromis. Que les notions de progrès et de perfection ne sont pas des notions scientifiques. Dès qu'on se met à faire du comparatif, alors là, pour le coup, c'est un systématicien qui vous parle, on est payé pour faire de la comparaison interspécifique, et je peux vous dire que dès qu'on s'y met, il y a bien pas mal de nos représentations. Quand je dis qu'on s'y met, il n'y a pas de volonté, de mettre un pied, il n'y a pas de volonté collective de mettre un pied en métaphysique là-dedans. Hein. C'est simplement faire de la comparaison pour mettre de l'ordre dans le vivant. Et quand on compare les aptitudes et les caractéristiques, on s'aperçoit tout simplement on est plus à même de mesurer l'incursion de discours de valeur dans des discours de fait qui relèvent de la description des organes. C'est pour ça qu'un systématicien est entraîné à en parler, parce qu'il fait les comparaisons. Là où d'autres parties de la biologie qui travaillent sur modèle font moins de comparaisons. Voilà. Alors, un dernier point sur la façon dont on parle de l'évolution. Bon, ne pas la réduire à une compétition, bien sûr, on l'a dit, mais ne pas la réduire non plus à la sélection naturelle. Et c'est là que je viens au mot évolution au sens large. L'évolution, j'ai pris des précautions au début, souvenez-vous. Je vous ai dit, la première des définitions, c'était tous les phénomènes qui pouvaient expliquer comment des aptitudes ou des phénomènes ou des structures à la fois se maintiennent et se transforment, se perpétuent et se transforment. Eh bien, il n'y a pas que la raison sélective. En quelque sorte, il n'y a pas que le maintien des variants en raison qu'il apporterait à son porteur un bénéfice reproducteur qui explique le changement qu'on voit dans la nature. Il y a des alternatives. Alors, quelles sont ces alternatives? Eh bien, il y a des alternatives qui viennent tout simplement d'un raisonnement probabiliste. Vous pouvez avoir, dans des populations, des caractéristiques qui se maintiennent, voire même qui se fixent, c'est-à-dire que quand je dis qu'ils se fixent, c'est-à-dire qu'ils atteignent une fréquence de 100%, uniquement par fluctuation aléatoire, et pas par avantage conféré. Alors ça, vous voyez, c'est encore plus large. Donc là, je quitte ce qu'on appelle la sélection naturelle, et je vais tout doucement vers ce qu'on a appelé la dérive génétique, c'est-à-dire un phénomène qui explique que parfois vous avez des variants pas spécialement avantageux, mais qui se fixent quand même. Ça, c'est lié au phénomène tout simplement de tirage aléatoire et des effets des tirages aléatoires en fonction des effectifs au sein duquel on tire. Vous avez une population avec des blancs et là, il faut simplifier à mort, hein, avec des blancs et des noirs. Et puis, le trait noir et le trait blanc, dans les gamètes, les cellules sexuelles qui sont censées impulser dans la génération suivante un certain nombre de caractéristiques, eh bien, ces poules gamétiques, là aussi, il y a des blancs et des noirs. Imaginez que à chaque carré ici, vous avez des tirages de loto, mais pire que le loto, des trucs énormes. Imaginez la somme des contingences qui font qu'un individu va se reproduire ou pas. Dit autrement, imaginez la somme des contingences externes qui vont expliquer pourquoi un individu fait 5 petits, l'autre en fait 40 et le troisième en fait 0. Vous pouvez l'appliquer à votre famille. Si j'ai écrit un jour dans Charlie Hebdo, si ma mère n'avait pas glissé sur une peau de banane à la gare Montparnasse, mon père ne l'aurait jamais remarqué parce qu'il ne l'aurait pas ramassé, et mon père et ma mère ne se seraient jamais connus, et un spermatozoïde sur des milliards de spermatozoïdes de mon père n'aurait pas donné, enfin tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc les contingences qui font qu'un individu se reproduit ou se reproduit pas, celui qui va choisir une carrière militaire et qui va mourir jeune, celui qui va être curé et qui ne va pas faire de petits, etc., etc. Il y a un ensemble de paramètres énormes dans une population, déjà qui font que les différents variants génétiques que porte chacun des individus dans cette population, ce qui va en rester comme gamète, prêt à la génération suivante,
C'est un tirage aléatoire extrêmement... Comment je pourrais vous le qualifier? Je n'ai pas envie de dire imprévisible, parce que ça se calcule quand même, mais il y a une contingence énorme là-dedans, et surtout, attendez, vous n'avez pas fini, les gamètes là. Il y a encore plus beau dans le tirage. C'est que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les cellules sexuelles que vous transmettez à la génération suivante, ce n'est qu'une partie de votre jeu de cartes génétique rebattue. C'est-à-dire que, rappelez-vous de vos cours de biologie il y a bien longtemps, ce qu'on appelle la méiose dans les gonades, hein, ce qu'on appelle la méiose, c'est quand même deux jeux de cartes génétiques qu'on rebat. Alors on a doublé, hein, les deux jeux de cartes génétiques, on a doublé la mise. Lorsque la mise est doublée, ben, on rebat toutes les cartes. Et puis on fait 4 jeux séparés individuels. Seulement les variants à un même trait se retrouvent distribués dans les 4 jeux individuels, qui sont les 4 jeux de chacun des gamètes, hein, les 4 spermatozoïdes qui vont sortir de la spermatogonie primordiale. Eh bien les 4 spermatozoïdes-là ne sont pas identiques sur le plan génétique. Ils ne sont pas identiques. Ou il n'y a pas 2 spermatozoïdes qui sont identiques, il n'y a pas 2 ovules qui sont identiques sur le plan génétique. Et donc celui qui va remporter la queue du Mickey, là, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui féconde, hein, je ne vous apprends rien, hein, il y a des millions qui sont restés en arrière et qui n'ont rien fait du tout, qui vont disparaître purement et simplement. Je ne sais pas si vous voyez le tirage là. Sans jeu de mots, excusez-moi. et donc j'essaie de vous sensibiliser à cette idée que celui des variants qui passent à la génération suivante fait l'objet d'un tirage aléatoire inconcevable, en termes numériques, enfin inconcevable. On n'arrive pas à se représenter intuitivement l'énormité de cette loterie. Et donc, il va y avoir des fluctuations dans la fréquence des blancs et des noirs qui ne dépendent pas. Ces fluctuations est d'autant plus importante que la population reproductrice est petite en proportion. Ces fluctuations ne dépendent pas de l'avantage que confère le trait au porteur. Ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est que quand vous êtes dans une grande population avec un grand effectif reproducteur, là vous avez la fréquence des variants génétiques à un même trait, puis là vous avez les nombres de générations. Quand vous avez une grande population, ben vous devinez que ces fluctuations, elles vont s'exprimer, mais dans une tranche relativement limitée au regard de la taille de la population. Et donc, ben vous allez avoir des oscillations aléatoires entre 0,4 et 0,8 de fréquence. Mais on va se maintenir là-dedans, puisque la population, elle est énorme. Je pense que vous en avez l'intuition statistique. Quand vous êtes sur une petite population, par contre, un petit effectif reproducteur, la part relative de ces variations va devenir grande. Et donc, ce qu'on appelle la dérive, ben, c'est le fait qu'on ait des grandes fluctuations, et que, de temps en temps, ben, y a des moments où certains variants, uniquement par effet aléatoire des différents tirages dont j'ai parlé, vont être amenés à disparaître totalement, ou vont être amenés à se fixer, ce qu'on appelle se fixer, c'est-à-dire à atteindre une fréquence de 100%. Mais sans aucun avantage conféré, juste par les effets du tirage qu'induit ce tirage sur les petites populations. Alors ça, vous vous en rendez compte si vous jouez à un jeu, dans les écoles ça se fait, hein, on a des urnes. Si vous faites des tirages aléatoires de boules de différentes couleurs et que vous n'avez que 10 boules dans l'urne, vous allez avoir des oscillations sur le résultat énormes. Ça, il suffit de le faire, hein, vous fermez l'œil, vous tirez les yeux fermés, et vous verrez des oscillations énormes sur la couleur des boules qui sortent, alors que si vous avez une urne avec, je sais pas moi, 100 boules, et bien vous allez voir que ces fluctuations vont être... Enfin ça se fait avec des tirages dans une urne. Hein, c'est vraiment... c'est un raisonnement mathématique. Hein, il n'y a pas grand-chose de biologique là-dedans. Enfin si, pardon, sauf les raisons pour lesquelles les tirages sont aléatoires, bien sûr. Mais, donc la dérive, c'est ça. Alors, je ne voudrais pas vous raconter que des choses abstraites. Allez, je vais très vite. Les souris de l'île de Madère, il faut quand même se mettre dans la tête que les oscillations aléatoires de fréquence dans les populations provoquent ce qu'on appelle des naissances d'espèces, des spéciations. Sur l'île de Madère, vous avez des souris qui se sont installées dans les vallées. Alors les souris n'aiment pas trop la montagne. L'île de Madère est montagneuse, montagne à pente assez abrupte avec des vallées profondes. Les souris amenées par les hommes, par les vikings au début, puis ensuite par les portugais. Ces souris qui sont arrivées il y a entre 500 et 1000 ans, enfin une première bouffée de souris il y a 1000 ans et deuxième bouffée de souris beaucoup plus visible il y a 500 ans, par les Portugais. Ces souris s'installent dans les vallées, et dans les vallées elles constituent des petites populations, mais relativement isolées des populations des autres vallées. Et comme les effectifs reproducteurs sont petits, il y a des accidents chromosomiques, les chromosomes possèdent des fragilités où on peut avoir des cassures récurrentes, des individus qui ont subi les mêmes cassures s'en produisent entre eux, mais ces cassures, conférant qu'un désavantage léger, arrivent juste par dérive génétique à atteindre 100% de fréquence dans une petite population d'une vallée, rendant cette population de cette vallée interstérile
avec la population de la vallée voisine. Et il n'y a pas d'avantage conféré. Là, on a une barrière à la reproduction qui se met en place uniquement par des risques génétiques. Donc non, tout n'est pas sélection naturelle. Contrairement à ce que nous raconte le pansélectionnisme des années 50. On n'en est plus là. Et j'ai même envie d'aller plus loin en vous disant, qu'est-ce qu'on nous dit comme bêtise souvent sur l'évolution, en nous disant que tout est nécessairement adapté, ce qu'on appelle le pansélectionnisme, ou le panadaptationnisme, si vous voulez, qu'on pratiquait dans les années 50 et 60. En 1979, Stephen Jay Gould, le paléontologue américain dont je vous ai déjà parlé, et son ami Richard Lewontin, généticien, remobilisent dans un article extrêmement célèbre, je n'en parle pas de cet article, mais l'important c'est qu'ils remobilisent ce qu'un Allemand avait préconisé. Adolf Seilacher est un paléontologue allemand qui avait cherché à induire ses collègues à plus de prudence sur l'interprétation des traits. Et il disait, quand vous voyez un trait à la surface d'un organisme, ou à la surface ou à l'intérieur, quand vous avez à interpréter un trait ou une structure, oui, il faut peut-être évidemment essayer de penser quel est l'avantage, d'accord, il y a peut-être cette structure est peut-être là en vertu d'un avantage qui a été conféré à ses porteurs dans le passé, d'accord. Mais, nous disait Seilacher, on serait bien naïf de croire que tout trait que nous portons puisse avoir conféré à leurs porteurs passés des avantages. Il faut aussi considérer que certains traits puissent être présents parce qu'il y a des contraintes embryonnaires de construction, c'est-à-dire que certains de vos traits ne vous confèrent pas nécessairement un avantage, simplement votre développement embryonnaire est parti sur une lancée, et puis dans la structure dans laquelle on est, cette lancée s'arrête en un point, et ce point n'est pas un point qui correspond à une fonctionnalité qu'on puisse identifier. Je vais vous donner un exemple dans un instant. Et puis il y a des traits qui sont là, qui sont le fruit de l'histoire. Il y a des traits qui sont là, non pas par rapport à un avantage, mais parce que nos corps biologiques, quand je dis nous, moi je me considère comme un eucaryote, un métazoaire, un vertébré, un mammifère, etc. Nos corps biologiques sont le fruit d'une histoire passée dont les déterminants, évidemment, passés nous échappent. Alors je vais vous donner des exemples pour amplifier ces pôles. Pourquoi on a dit des bêtises? Je donne juste un exemple de bêtises qu'on peut dire si on est adaptationniste naïf, comme on pouvait l'être dans les années 50 et 60, et comme le critique justement Gould et Lewontin. La hyène tachetée, dans la savane africaine, est la seule espèce de mammifère, c'est un exemple frappant, dont les femelles accouchent par le clitoris. Un truc de fou. Les hyènes tachetées femelles ont un clitoris péniforme. Le trajet par lequel le petit sort lors de la parturition, le trajet est coudé, donc les petits déjà ont un trajet pas facile à faire, le vagin est obturé, la vulve est transformée en pseudoscrotum, il n'y a pas de testicules dans le scrotum, ces femelles sont de vraies femelles sur le plan gonadique, ce sont des ovaires à l'intérieur. Hein. Donc il n'y a pas de testicules, hein, ce sont de vraies femelles sur le plan des organes internes, mais par contre sur le plan des organes externes, tout se passe comme si on avait des mâles. Vagin obturé, voie génitale coudée, cordon ombilical plus court que la voie génitale, c'est-à-dire que le placenta du petit se décroche avant que le petit ait fini de sortir des voies génitales femelles, ce qui fait que 60% des premiers de portée meurent d'anoxie, parce que c'est eux qui ouvrent la voie, et comme c'est plus long pour le premier, et les petits meurent d'asphyxie. Donc on a un fardeau, on a un truc de fou, des femelles qui accouchent par le clitoris, mais c'est le seul mammifère qui fait ça. Et alors, l'adaptationnisme naïf, qu'est-ce qu'il fait? La critique de Gould et Lewontin, elle est juste. On prend l'organe, sans se donner la peine de regarder comment il est connecté au reste de l'organisme, on isole l'organe et on lui trouve une cause sélective, sans même se donner les moyens de tester cette hypothèse. Alors, les gens qui ont dit, les hyènes tachetées femelles ont le vagin obturé parce que c'est une adaptation contre le viol. Et ça a été écrit. Et ça correspondait à absolument aucune observation, parce que si vous regardez comment vivent ces populations dans la savane africaine, les mâles sont 50% plus petits que les femelles. Ils ne sont pas du tout en mesure de... Voilà, c'est ce que je veux dire. Bon. Ils ne sont pas en mesure du tout. Alors, évidemment, là, on disait une grosse bêtise. Alors, pour comprendre, je vous dirai après, si vous voulez savoir pourquoi les femelles elles sont faites comme ça, je vous raconterai ça à la fin. C'est pas une savane. Mais juste, je vous laisse l'eau à la bouche. La contrainte embryonnaire. Non, ça c'est. Donc, ce que critique Gould et Lewontin, c'est l'atomisation de l'organisme. Le discours évolutif était on s'est tiré une balle dans le pied, hein, on était peu crédible, c'est vrai, à cette époque-là.
on isole un organe et puis on lui donne une cause adaptative et puis on ne se donne même pas la peine de tester la cause, quoi. Et donc là, eux, ils ont traité ça de programme panglossien. Alors vous devinez, hein, le programme panglossien, tout est au mieux, dans le meilleur des mondes possibles, tout est adapté pour le bénéfice de l'espèce et nous sommes parfaits. Ça contribuait justement à la pérennisation de ce discours sur la perfection de la nature et l'harmonie de la nature. Alors, exemple de contrainte embryonnaire, le téton masculin. Si vous êtes adaptationniste, vous allez vous demander à quoi peut bien servir le téton chez l'homme. Parce que, attendez, dans l'adaptationnisme naïf, si un organe ne sert pas à quelque chose, il disparaît. Hein. Alors pourquoi l'homme a-t-il des tétons? Eh bien oui, la cause, vous devinez bien que là on a une contrainte qu'on appelle embryonnaire, c'est-à-dire que le téton de l'homme correspond sur le plan du développement embryonnaire à ce que l'on constate sur le mamelon de la femme, et que eh bien, la cause sélective de la présence des tétons, ou des mamelons si vous préférez, elle est chez la femme, elle n'est pas chez l'homme. L'homme, lui, chez lui, ça correspond à une contrainte embryonnaire. C'est-à-dire, le téton est à l'homme ce que le mamelon est à la femme, et le clitoris est à la femme ce que la sensibilité pénienne est à l'homme. Parce que même chose, on a vu assez vite en Afrique que l'ablation du clitoris n'empêchait pas les femmes d'avoir des enfants, et donc la question tout de suite est venue, à quoi peut bien servir le clitoris? Alors on a inventé des choses sur le plaisir clitoridien, peut-être, mais la première, ça c'est un discours adaptationniste, la première des explications parcimonieuses à fournir, c'est que le clitoris sur le plan embryonnaire est l'équivalent, la sensibilité clitoridienne correspond embryoniquement à la sensibilité pénienne, et la cause sélective de la sensibilité pénienne, c'est la récompense future d'un plaisir qui pousse l'homme à courir après, vous voyez ce que je veux dire? Donc on a la correspondance, si vous voulez, de la contrainte embryonnaire pour expliquer tantôt le téton chez l'homme, ou alors le clitoris chez la femme. Et donc, les contraintes embryonnaires, on les a un peu trop oubliées dans le passé, lorsqu'on avait des discours, vous voyez, où il fallait absolument qu'un organe serve à une cause bénéfique pour le porteur. Et même chose pour les contraintes de construction, les contraintes historiques. Je vous ai déjà vendu la mèche tout à l'heure. Je vous ai dit que vous êtes assis pour m'écouter. C'est que votre colonne vertébrale, elle a des disques intervertébraux qui se comportaient très bien tant qu'ils étaient en extension à l'époque où le dernier ancêtre commun à l'homme, au gorille et au chimpanzé était brachiateur, c'est-à-dire se suspendait par les bras, verticalité par brachiation. Mais je vous rappelle que le répertoire locomoteur de ce dernier ancêtre commun, il y a 7 millions d'années, il était multiple, parce que ces animaux pratiquaient la brachiation, la marche sur les pattes arrière et la marche sur les phalanges, le knuckle walking. Que la branche des chimpanzés s'est spécialisée en knuckle walking et que nous on s'est spécialisé en bipédie. Mais il y a toujours des primates anthropoïdes qui pratiquent les trois. Hein. Notre bipédie, elle est peut-être très bien pour certains côtés, mais au niveau de la colonne vertébrale, ça ne se passe pas très bien. Et cette colonne vertébrale se tasse, et surtout cette bipédie est extrêmement dépensière en énergie. Mais mieux, il y a cette histoire de nerf phrénique là. Ce nerf ici, moteur, il innerve le diaphragme. Et quand ce nerf s'irrite, vous avez le hoquet. Alors allez trouver une cause adaptative au hoquet. Est-ce que c'est la parade nuptiale, le hoquet? Non, je dis rigole, mais on a eu une médecine. Enfin, il faut quand même se rendre compte que ça fait seulement que depuis 10 ans que la médecine, qui traite quand même, c'est pas rien la médecine, c'est à la fois le contrat de soulagement d'un patient, mais c'est aussi un contrat qui est fondé sur de la connaissance objective, fondée sur une approche scientifique du corps. Or, la médecine, depuis ses origines, en tout cas chez nous en France, n'a jamais accepté le bagage théorique de la biologie. Les médecins sont éduqués comme si le corps humain avait été construit par un ingénieur. Donc tout ce qui dévie du fonctionnement normalisé est considéré comme une maladie, mais à aucun moment on ne se demande si le dysfonctionnement n'est pas finalement la récurrence d'un compromis sélectif. Je vous ai montré les raisons du compromis sélectif. Et nos petites maladies, nos petites misères de colonne vertébrale, c'est peut-être pas tant des anomalies ou des maladies que ça, c'est peut-être simplement de la récurrence liée à notre passé évolutif. Alors si vous êtes médecin et que vous vous interrogez sur la cause sélective du hoquet, vous allez être bien embêté, parce que le hoquet, il n'a aucune cause avantageuse. Le hoquet, c'est le fruit de votre contrainte historique. Pourquoi? Le hoquet, vous le comprenez si vous comprenez le trajet de ce nerf phrénique. Ce nerf, il innerve le bloc, c'est le nerf moteur du diaphragme. Alors, au demeurant, sur le plan de la fonction sélective, là, ce nerf, sa présence, elle n'est pas décorative. Hein. Si ce nerf il est bloqué, vous ne pouvez plus contracter le diaphragme. Si vous ne pouvez plus contracter le diaphragme, si vous ne contractez plus le diaphragme, vous ne ventilez plus. Si vous ne ventilez plus, vous ne respirez plus. Ça rigole pas le diaphragme. Hein. Moi qui fais du terrain en Antarctique, si je tombe dans l'eau elle est à -1 degré, j'ai 10 minutes. Au bout de 10 minutes, mon diaphragme se bloque à cause du froid.
et je meurs d'anoxie, avant même que d'être noyé. Hein. Même si je sais nager, je mourrais d'anoxie. Donc le diaphragme, c'est quand même pas, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Donc ce nerf, il a un trajet complètement loufoque, c'est-à-dire qu'il contourne le péricarde, il passe sous cette veine ici, et il remonte le cou, et il va se brancher, tenez-vous bien, à la moelle épinière, au niveau de la première vertèbre cervicale. Si j'avais été un ingénieur, j'aurais branché directement ce truc-là, derrière, pour que ça remonte tout de suite, vous voyez. Et ben non, il y a un trajet complètement bizarre, enfin, qu'on n'explique pas. Et ce trajet, vous ne l'expliquez pas par une cause avantageuse ou sélective. C'est un trajet historique. Ce nerf est l'homologue d'un nerf qui, il y a 380 millions d'années, était chez des vertébrés situés de la base du crâne arrière de ce qu'on appelle vulgairement des poissons sarcoptérygiens à l'époque, à la corbeille, à des muscles de la corbeille branchiale. Excusez-moi pour le terme, mais peu importe. Enfin, imaginez un truc qui a une tête de poisson, pour faire vite. Eh bien, ça part de la base du crâne et ça innerve des blocs musculaires de la corbeille branchiale. Il y a 360 millions d'années, les vertébrés accèdent à la terre ferme. Ça fait un groupe qu'on appelle les tétrapodes, ceux qui ont 4 pattes. Et au moment où on accède à la terre ferme, il y a naissance du cou. C'est-à-dire qu'il y a une séparation de la ceinture scapulaire de la tête. Et le bloc musculaire dont je parlais tout à l'heure, qui était dans la corbeille branchiale, recule en arrière du cou. Donc le nerf, progressivement, le nerf il suit son bloc musculaire. Et en 260 millions d'années d'évolution des animaux amnios, alors jusqu'à nous, pour le coup, parce qu'on regarde un trajet historique, eh bien, ce bloc musculaire ne cesse de reculer jusqu'en arrière de la cage thoracique. Donc le trajet que vous avez là, c'est le trajet historique du recul de ce bloc musculaire qui au départ était sous la tête. Et donc, oui, le nerf, il n'a pas changé de point de câblage, il est resté sous la tête, si vous voulez, là-bas, de manière proximale. Donc ce trajet est un trajet historique. Alors, je remobilise pour vous dire que l'inertie phylogénétique, ou la contrainte historique, si vous préférez, ça fait partie d'un cadre explicatif qui vous dit, n'oubliez pas l'histoire, tout n'est pas adapté à une fonction particulière, il y a des trucs de guingois qui sont le fruit de l'histoire. Alors, il y a même des caractéristiques qui se fixent et qui sont désavantageuses. Alors ça, vous allez me dire, mais comment est-ce? Ben oui, voilà la richesse de la pensée évolutionniste aujourd'hui. Vous avez des pertes d'aptitude, qu'on appelle des désadaptations. Voilà des animaux qui, en Antarctique, perdent 4 fois indépendamment ce qu'on appelle les myoglobines cardiaques. Les myoglobines cardiaques, ce sont des protéines qui servent de réservoir à oxygène. Eh bien, ils les perdent. Alors, peut-être, mais alors on se dit, si dans la famille qui est là, on perd 4 fois le même organe, ça veut dire que les autres ne doivent pas s'en servir beaucoup. Sous-entendu, ça ne doit pas coûter cher de les perdre. Sachant que l'eau dans laquelle ils vivent, c'est des eaux très froides antarctiques, cette eau, elle est 2 fois plus riche en oxygène que n'importe quelle autre eau marine. Et donc, on se dit, tiens, ça ne doit pas servir à grand-chose tout ça. Alors, il y a des Américains qui ont fait une manip intéressante, c'est qu'ils ont pris les myoglobines cardiaques chez le groupe frère ici, de ceux qui les ont, parce que eux, ils les ont là. Lui, il l'a perdu en jaune, mais lui il l'a. Donc, ils ont pris un cœur de cet animal, ils ont perfusé ce cœur d'un liquide physiologique, et ils ont regardé comment ce cœur battait, et puis ils ont sélectivement empoisonné les myoglobines présentes avec une substance poison, et ils ont voulu regarder évidemment si le cœur avait une baisse de débit. Effectivement oui, quand on empoisonne sélectivement les myoglobines cardiaques de ceux qui les ont, eh bien il y a une baisse significative du débit cardiaque. Ça veut dire que ceux qui ont les myoglobines cardiaques s'en servent vraiment. C'est pas que la myoglobine servirait à rien ou serait déjà mutée, qu'elle servira à rien, non, elle est efficace et elle sert. Ça veut donc dire que ceux qui les ont perdu un avantage mesurable chez groupes frères. Et ça, c'est ce qu'on appelle une désadaptation, c'est-à-dire la capacité d'un organisme à perdre un organe qui lui était pourtant bénéfique et utile. Alors, désadaptation, c'est pas français, c'est un anglicisme en fait. Le terme d'origine, c'est disaptation, mais on devrait dire désadaptation, mais bon, c'est un peu de gagois. Alors, ces désadaptations sont obtenues par dérive génétique. J'ai dit tout à l'heure que la dérive, parfois, sur les petites populations, pouvait être tellement puissante qu'elle pouvait conduire à perdre un trait légèrement avantageux. Ou fixer un trait légèrement désavantageux. Enfin, bon, c'est les effets de la dérive. Donc voilà pour représenter la richesse de la pensée aujourd'hui. Je passe sur des choses... il y a encore 2 points que je voudrais aborder. L'avant-dernier, c'est
le piège qui va consister, alors je l'ai évoqué au début, donc là j'en ai fini avec, si vous voulez, la prétendue harmonie et cette idée qu'en termes d'évolution nous sommes des compromis. Il y a aussi, quand je dis nous, je ne parle pas que des hommes, hein, tous les organismes vivants sont des compromis. Quatrième piège, cette idée que les espèces seraient là dans la nature. Alors ça c'est un truc qui remonte à très loin, ça remonte à l'Antiquité, hein, mais ce que j'aimerais souligner ici, c'est que, je l'ai dit au début mais peut-être un peu vite, les espèces c'est nous qui les faisons. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un flux de matière vivante qui possède des modalités de transmission des traits qu'il possède, qu'il porte. Alors quand je dis modalité de transmission, vous voyez que je suis super large là. Je n'ai pas envie de parler d'ADN. Je sais pas, nos enseignants de sciences naturelles aujourd'hui sortent tout juste de 50 ans de biologie très génocentrée, ce qui fait que quand ils parlent d'évolution, ils se sentent obligés de parler d'ADN, franchement. Alors là, n'oubliez, on peut parler d'évolution sans parler d'ADN. Et franchement, encore une fois, je suis bien placé pour le dire, c'est moi qui ai fondé le service de systématique moléculaire du muséum, donc l'ADN je connais, c'est mon métier. Vous voyez, je parle pas pour ma, comment dire, pour ma chapelle hein, quand je dis ça. Vous pouvez oublier l'ADN, toutes les modalités par lesquelles vous pouvez transmettre des aptitudes ou des traits à la génération suivante peuvent rentrer dans le système. Donc des modalités de transmission orale, de transmission culturelle, bref, on est là aussi sur la transmission de comportement si vous voulez bien élargir le champ. Bref, les aptitudes se suivent et ne se ressemblent pas complètement. Et donc ces aptitudes, elles se maintiennent relativement homogènes, je dis bien relativement, sauf que le flux généalogique, il peut être par moments rompu longitudinalement. Et ça, il peut y avoir plein de choses. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait des événements chromosomiques récurrents qui étaient capables de scinder une population de souris en deux zones. Une montagne, dans les îles de Madère, contribuait à isoler les souris d'une vallée et les souris d'une autre vallée. Il y a tout un tas d'événements ici au milieu qui peuvent couper un flux générationnel dans sa longitude, dans sa longueur, pardon. Provoquer une scission, si vous préférez. Et cette scission, eh bien, elle fait que les destins mutationnels, quelles que soient les modalités de la mutation, hein, les destins de changement ici, si je peux parler de destin, enfin, ce qui va arriver aux deux flux ici, bah, il n'y a aucune raison que ce soit rigoureusement la même chose. Bon, ça, à la limite, vous pouvez très bien l'imaginer, dans la vie de tous les jours, ça se fait aussi. Hein. Vos vies individuelles sont faites d'une telle somme de contingences, qu'on essaie de maîtriser d'ailleurs, que vous pouvez avoir eu le meilleur copain ou la meilleure copine à l'école primaire. Bon, allez, vous avez fait le même collège, ouais, vous étiez toujours copain et copine, mais si vous n'avez pas fait le même lycée, ça commence à diverger. Hein. Et puis alors, si après vous n'avez même pas fait les mêmes études supérieures, vous divergez encore plus. Et puis 30 ans après, vous vous rencontrez sur, je sais pas quoi, la Facebook, ouais, c'est ça. Et puis alors, ah bah dis donc, qu'est-ce qu'il est devenu con, celui-là? Bon, vous voyez, en fait, il y a un moment où on fait plus de petits ensemble. Les contingences qui président au changement sont telles qu'il y a un moment où on va peut-être plus arriver, si on se rencontre à nouveau, à plus faire de petits ensemble. Alors, ce que vous devez retenir dans cette histoire, c'est qu'il y a une continuité historique ici. Il y a une continuité verticale, mais il y a une discontinuité horizontale. Alors, ce qu'on enseigne comme étant l'espèce à l'école élémentaire, ça fait partie des pièges hein, d'un discours mal digéré sur l'évolution. Ce qu'on enseigne comme étant l'espèce, on dit sont d'une même espèce des individus qui font pas de petits, qui font des petits ensemble et de la descendance fertile. Eh bien, ça, dit comme ça n'est pas la définition de l'espèce. C'est un des critères par lesquels on va assigner un individu à une espèce. Je ne sais pas si vous faites la différence entre un critère d'assignation et une définition. C'est pas, alors, épistémologiquement, ce n'est pas du tout la même chose. Les chimistes comprennent très bien ça, les biologistes, ils ont eu un mal fou à se mettre d'accord là-dessus. En chimie, je vous le fais, vous allez comprendre tout de suite. J'ai une définition de l'atome de sodium. Je sais combien il y a d'électrons à la surface, je sais combien il y a de protons dans le noyau, combien de neutrons dans le noyau. Je peux même dessiner ici un atome de sodium avec le système de petites boules, là. Hop, je fais les petites boules et vous avez vu un atome de sodium. Eh bien, je ne confondrai jamais cette définition théorique avec les critères d'assignation qui consistent à dire, là sur le salle de table, je vais faire des manips pour vous montrer qu'il y a des atomes de sodium. Je vais assigner certains de ces atomes au concept d'atome de sodium. Assignation n'est pas définition. L'assignation dépend en partie évidemment de la définition qu'on aura donnée, mais les deux activités ne sont pas les mêmes. Eh bien, on s'est mis le doigt dans l'œil longtemps sur l'espèce, c'est-à-dire qu'on a confondu la définition de l'espèce avec les critères d'assignation par lesquels on reconnaît certains individus comme appartenant à une espèce.
Si vous regardez le vivant aujourd'hui dans ses dimensions horizontales, bah oui, les chiens font des petits avec des chiens et les chats font des petits avec des chats. Bah oui, bien sûr. Et puis voilà, et puis on peut être créationniste. Hein. D'ailleurs, Linné l'était. Bon. Les critères d'assignation, dès lors, se confondent avec la définition. Mais la définition, c'est pas ça. La définition, elle prend en compte la profondeur du temps. Qu'est-ce que c'est que la définition de l'espèce? En fait, conventionnellement, et là je souligne, conventionnellement, une espèce, c'est un flux générationnel individu. Un flux générationnel individu. Depuis un point de séparation, ici, jusqu'au prochain point de déparation, j'ai projeté conventionnellement une bulle dont je dirais que tous les membres de cette bulle font partie de la même espèce. Mais c'est moi qui projette. C'est pas écrit dessus. En vrai, excusez-moi de vous dire des choses qui vous semblent évidentes, mais quand vous regardez la télé, et que nos élèves regardent la télé, dans l'Odyssée ou l'aventure humaine, comment ça s'appelle déjà? L'Odyssée de l'homme. Ouais, c'est ça. On voit une femme Homo erectus accoucher d'un Homo sapiens. C'est-à-dire, on confond les contenants et les contenus. Ces gens se comportent comme si, de cette bulle-là à cette bulle-là, on allait avoir un événement physique majeur, vous voyez? Oh, une femme Homo erectus, elle accouche d'un Homo sapiens. Oh, c'est pas le même. Voilà l'homme nouveau. C'est une image. Non, mais c'est une image grave. C'est même pas une image, c'est une faute fondamentale. C'est-à-dire que dans notre profondeur du temps, il n'y a pas de discontinuité. Il n'y a aucune discontinuité. Là, on a un flux générationnel continu. Ils continuent à se ressembler les uns les autres. Mais c'est nous qui avons projeté, pour les besoins du langage, sur ce flux générationnel continu, nous projetons une convention de langage qui dit, bon, bah alors, conventionnellement, je décide qu'à partir du moment où ce flux est rompu ici, et jusqu'à la prochaine rupture ici, bah, tout ça, ça fait partie de la même espèce. Et puis là, il y en a une autre. Ce ne sera pas le même nom que je donnerai. Mais la différence de nom entre ce point-là et ce point-là, c'est une différence qui relève du contenant, c'est-à-dire de la convention que j'assigne à mes interprétations. Ça ne relève en rien des propriétés du contenu. Donc l'essentialisme de l'espèce est une confusion fondamentale entre les contenants et les contenus en systématique. Et que nos élèves ont du mal à comprendre, et que le réalisme de l'espèce a fait énormément de mal à la biologie évolutive, parce qu'elle nous a empêchés de penser l'évolution. Elle nous a empêchés tout simplement de le penser. Nos documentaires télévisés ne sont toujours pas débarrassés de ces obstacles-là, qui sont des obstacles lourds. Alors évidemment, après vous allez sur les sites créationnistes, alors on va en parler pendant le débat si vous voulez, puisque j'ai pas répété mon livre, ça n'avait pas d'intérêt, mais après on a beau jeu de dire sur les créationnistes, oui, les biologistes, enfin les biologistes de l'évolution vous trompent, on n'a jamais vu une espèce apparaître. Alors, il y a deux façons de répondre à ça. Soit on répond de manière sophistiquée mais on n'est pas compris, on leur dit, bah non, évidemment les espèces c'est nous qui les faisons. Il n'y a pas Homo sapiens qui accouche d'Homo erectus. Il n'y a pas là dans le buisson, nouvelle espèce, un truc qui lève le drapeau, vous voyez. Il y a une continuité historique là dans le flux de génération. Alors ça c'est la manière sophistiquée de répondre, mais elle risque de ne pas être comprise. Par contre il y a une manière plus subtile de répondre, c'est de dire, non, mais dans la nature on voit des ruptures de flux de reproduction se mettre en place. Et conventionnellement, on en fait des espèces. Mais ce qu'on documente, c'est des ruptures de flux. Exemple, ce moustique dans le métro de Londres, vous connaissez l'histoire, non? Non? On va aller très vite parce que... Dans le métro de Londres, on a des Moticule expipiens, qui est un moustique largement répandu. Celui qui nous embête. Hein. Il y a des variants chez ce moustique qui sont intolérants au climat froid et humide. Ces variants sont à fréquence haute en Afrique et au Moyen-Orient. Et puis plus on monte vers le nord de l'Europe, et plus cette fréquence baisse dans les populations de moustiques. Ce qui est quand même logique, puisque plus on monte dans l'Europe, plus on a des climats froids et humides. Mais il y a 100 ans, les Londoniens ont construit un métro. Et que le variant intolérant aux hivers froids et humides s'est installé dans le métro, tandis que les variants qui survivaient à la surface restaient en quelque sorte, trouvaient les conditions de leur survie. Ces variants du métro ont prospéré dans le métro parce qu'ils y trouvaient un climat humide, mais tempéré du point de vue de la température. Vous savez que dans le métro, les températures se retrouvent tamponnées du fait qu'on est sous terre.
Il y avait de la nourriture, on peut piquer des rongeurs, on peut piquer des humains aux heures de pointe, on peut piquer pas mal de... Et donc il y a tout ce qu'il faut pour la survie d'un moustique, et ils ont pu boucler leur cycle dans le métro, et voire même ne plus faire la diapause hivernale, parce que l'hiver est tellement tamponné qu'on fait 2 générations dans l'année, alors qu'au-dessus il y a la diapause hivernale, et il faut attendre un an avant de recommencer. Donc on a une accélération de la vitesse d'évolution dans le métro, et en même temps qu'il y a une source de nourriture et d'eau, parce que c'est humide aussi dans le métro, il y a de l'eau. Et donc, ce dont se sont aperçus les entomologistes anglais, c'est qu'aujourd'hui, ces moustiques ont des caractéristiques génétiques spectaculairement isolées de leurs grands-parents ou anciens grands-parents de la surface. Et c'est à tel point que la structure génétique des moustiques du métro de Londres sont structurées en ligne de métro. Alors quand on regarde l'ADN de ces moustiques, il y a le cluster de la ligne A, il y a le cluster de la ligne B, il y a le cluster de la ligne C, et en fait, il y a quelque chose de logique, puisque finalement, les rames de métro, elles homogénéisent les populations à 30 km de distance d'une station à bout toute la journée. Il y a une homogénéisation de la population grâce au métro. Et alors, un individu est plus apparenté à un autre individu qui est à 30 km de là, à la station à l'autre bout, beaucoup plus qu'il ne l'est des moustiques voisins de la surface, qu'ils ne rencontrent plus jamais. Ceux qui sont juste à quelques mètres au-dessus, si vous voulez. Et pour les correspondances, comment ça se passe ? Là, il y a de l'hybridation. Alors, ce qui va se passer là, c'est qu'en fait, les entomologistes vont se ruer sur la bouche de métro et dire on va trouver une zone hybride. Alors, en génétique des populations, on appelle ça une zone hybride. Alors, on se dépêche d'aller voir la zone hybride. Eh bien, il n'y a pas d'hybride. Il n'y a aucun hybride. Alors, on a, sur le plan génétique, il se semblerait que les populations Culex pipiens molestus intolérantes aux hivers froids et humides, eh bien, se soient isolées. Et du coup, on a essayé quand même de les reproduire en laboratoire, c'est-à-dire qu'ils sont encore plus vicieux, ils sont allés attraper des populations du parc à la station Victoria et puis ceux du métro, et en labo, ils ont essayé de faire des petits, et il n'y a pas moyen il n'y a plus moyen, quoi. Donc, quand les créationnistes vous disent on ne voit pas une espèce apparaître, vous voyez la subtilité du truc. Ben non, c'est nous qui les avons, les espèces. Seulement, ce qu'on voit apparaître, effectivement, c'est la mise en place de barrières à la reproduction en temps historique. En temps historique, parce que les métros à Londres, c'est 100 ans au maximum. Même chose pour les souris de Madère, apparues depuis moins de 500 ans. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a du boulot. Et je voudrais terminer sur une conclusion qui est en forme de 4 piliers. C'est bon, on va pouvoir finir en les temps. Et d'ailleurs, je pourrais même vous creuser un peu la question, ou d'ailleurs c'est dans le petit bouquin aussi. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec la théorie de l'évolution par rapport à nos publics? La théorie de l'évolution, les flux générationnels qui changent, leur devenir est lié aux aléas de l'environnement, vous l'avez compris. Le milieu, en quelque sorte, trie la variation qui se produit là. Et donc, il n'y a pas de destin, puisqu'on ne sait pas de quoi les milieux seront faits demain. Et ça nous embête, enfin, ça n'embête pas tout le monde, mais les cultures issues des 3 grands monothéismes sont très gênées par cette idée qu'il n'y aurait pas un destin préinscrit. Donc on a du mal à recevoir. On reproche à l'évolution le fait de fournir un monde angoissant, déshumanisé, enfin en quelque sorte quelque chose qui serait sec et désolant. On le voit sur plusieurs sites internet aussi, dans les discours de certains. Et quand on en arrive là, j'ai envie de vous dire, on se trompe sur le but des sciences quand on dit ça. Parce que ce n'est pas le but de la communauté scientifique, enfin d'une profession qu'on appelle celle des scientifiques, que de rassurer les gens. Et ça, bien des publics, c'est des choses simples à dire, moi ça me semble simple à dire, mais ça n'est pas dit. C'est-à-dire que ce n'est pas du rôle des sciences que de rassurer. Le rôle des sciences, c'est quoi? C'est de produire des explications collectivement validées. Je souligne sur collectivement validé. C'est pas, le mec tout seul dans sa baignoire avec Eureka, s'il reste dans sa baignoire, il n'a aucun devenir. Je veux dire. Ce qu'il dit, il n'a aucun devenir. Il faut que ce qui est proposé comme explication rationnelle sur le monde réel il faut que ça soit collectivement validé. Donc le rôle des scientifiques, c'est de valider collectivement, ou d'invalider d'ailleurs, des interprétations rationnelles du monde réel. Notre devoir, c'est de ne rien cacher à nos concitoyens, parce qu'on est payé par eux, sur ce qui a été de rationnel sur le monde réel, mais notre devoir n'est pas de rassurer les gens. Enfin, vous trouvez ça ailleurs, mais pas chez nous. Je ne dis pas au laboratoire. Et donc, faire le procès de la théorie de l'évolution, parce qu'elle serait désolante, desséchante, qu'elle aurait détrôné l'homme, etc.,
c'est un procès à faire dans la façon dont c'est reçu dans la psyché ou dans la culture, mais vous ne pouvez pas demander au laboratoire d'inventer une nouvelle science qui soit propice à rassurer les hommes. Or, ce qui se passe avec l'intelligent design, c'est ça. C'est le levier politique qui va servir à remodeler le métier de scientifique de manière à ce qu'il rentre dans le giron du discours théologique. Donc on est sur un terrain épistémologico-politique, c'est-à-dire quels sont les moyens que vont inventer ces gens pour que les scientifiques collectivement organisés fournissent en quelque sorte de la matière au discours et soient servis en fait au regard du discours théologique, quelle que soit sa forme, hein, parce que ça prend des formes très différentes d'un pays à l'autre et même à l'intérieur d'un même pays. Je n'ai pas trop le temps de détailler. Donc, ce qu'on reproche à la théorie d'évolution, c'est souvent ce qu'on a à reprocher d'une incompréhension des sciences. C'est là-dessus que je voudrais terminer. C'est sur ça que je voudrais terminer. Le but de nos métiers, contractuellement, c'est de produire des connaissances corroborées par des observateurs indépendants. Et il n'y a qu'à partir du moment où elles ont été corroborées qu'elles deviennent, entre guillemets, objectives. L'objectivité, c'est pas une propriété d'un individu seul. Ça se discute, mais je suis navré d'un bouquin qui vient de sortir, où une préface de Bruno Latour qui réduit l'objectivité à une espèce de, comment dire, de mythe, alors qu'elle n'est envisagée qu'à l'échelle de l'individu. L'objectivité ne survient qu'en tant que propriété collectivement acquise. Et tant qu'on en parle à l'échelle de l'individu, c'est sûr, on en parle on est dans le mythe. La connaissance objective sur le monde réel, elle est objective parce qu'on a corroboré des expériences entre observateurs indépendants et qu'il y a des paris qui sont faits, ou du moins il y a des postures contractuelles qui sont tenues. Il y a un contrat méthodologique qui de temps en temps est, comment dire, non respecté, ça peut arriver, mais collectivement on respecte globalement un contrat qui est que ce qu'on regarde là dehors existe indépendamment du discours que j'en ai et des concepts que je projette dessus. Parce que la reproductibilité des assertions, elles sont liées à la reproductibilité des expériences. Et que si je fais une expérience dans mon labo, j'en fais moi, hein, et mon meilleur espoir, c'est que d'autres vont pouvoir la reproduire suite à ce que j'aurai écrit à propos de cette expérience. Et si je souhaite que mes collègues corroborent mon expérience, c'est bien que je fais le pari que le monde qui est là dehors existe indépendamment de moi, sinon il n'y aurait pas lieu de parier sur la reproductibilité d'expérience. Donc il y a un universalisme postulé de l'existence des choses qu'on décrit, qui font partie des socles sur lesquels on se base. Sinon, il n'y a rien à espérer d'une reproductibilité d'expérience en science. Et dès lors, ce qu'on produit comme assertion relève d'un universalisme non dogmatique. Pourquoi? Non dogmatique parce que tout est questionnable à tout moment, bien sûr. Moi, je ne cesse de remettre en cause ce qu'ont dit mes prédécesseurs, et mes successeurs remettront en cause, et même mes contemporains remettent en cause ce que je dis. Donc on passe son temps à se remettre en cause mutuellement. Universalise, pourquoi? Parce que on fait le pari que la posture que je décris là produit des assertions dont on fait le pari qu'elles sont plus largement partageables par la raison des hommes. On travaille pour l'universel, on ne travaille pas pour un microcosme, ou même pour soi-même. Un scientifique isolé ne produira jamais rien de pérenne. Un scepticisme initial, si on n'a pas compris ça, et vous pouvez aller sur les sites créationnistes, vous pourrez le voir de toute évidence. Il y a un premier pilier du contrat scientifique qui est le scepticisme initial sur les faits. Si nous montons une expérience, c'est que nous sommes sceptiques. Sinon, ce n'est pas la peine. Le créationnisme scientifique de Maurice et Gish des années 60 n'est pas sceptique. En fait, dans ce créationnisme-là, on vous explique, il y a des Américains qui vous expliquent que le négationnisme de l'évolution a subi des échecs politiques aux États-Unis dans les années 60, donc il faut changer de stratégie, il faut être plus scientifique que les scientifiques et prouver scientifiquement la vérité du texte de la Genèse biblique. Et donc on prend le texte de la Genèse biblique comme une donnée et on va chercher à prouver ce qui est écrit dans le texte. C'est aussi, excusez-moi de vous dire des choses qui peut-être vous trouvez évidentes, mais c'est pas du tout la posture du métier. Moi je remets en cause ce dont je doute, je ne cherche pas à prouver une idée qui est écrite dans le texte. Donc ce créationnisme qui se qualifie lui-même de scientifique ne peut pas l'être du fait que ces gens ne sont pas sceptiques. Ils n'accepteront de ce qu'ils expérimentent, si tant est qu'ils le fassent, ils n'accepteront que ce qui corrobore le dogme. D'ailleurs, en l'occurrence, des manips modélisés de sédimentologie synchrone, où à Marseille, et des Français font partie de ces mouvements-là,
et vous construisent des circuits de circulation d'eau avec des sédiments dedans, et essaient de vous prouver que vous pouvez avoir différents types de sédiments qui se déposent de manière synchrone en couches homogènes. Alors ils construisent le système dit modèle de manière à ce qu'on arrive à faire avec un fluide un tel dépôt. Et si le modèle fonctionne, on vous dit, vous voyez, les couches sédimentaires ont pu se déposer toutes à un seul et même moment, qui est le moment du déluge. Donc on cherche à prouver scientifiquement le contenu du texte sacré. Deuxième pilier, je vous l'ai déjà dit, si les expériences, je veux les reproduire, c'est que je parie que mes observateurs indépendants, sur lesquels je compte, finalement pour secouer ce que j'ai trouvé mauvais, eh bien je suppose que le monde réel de cette expérience existe indépendamment de moi. Sinon, je ne sais pas pourquoi je parierais sur la reproductibilité de l'expérience. Encore une fois, j'ai l'air de dire des choses évidentes, mais vous avez des choses qui existent dans la littérature, qui sont françaises, francophones, qui sont complètement contraires à ça. Numéro de la recherche, tiens, on en parlait ce midi, oui. Mars 98, Bruno Latour explicitement subordonne l'existence des objets que les concepts désignent à l'existence du concept lui-même. Il confond les contenants et les contenus. Au moment où les médecins du Val-de-Grâce découvrent des traces moléculaires du bacille de corps dans les poumons de la momie de Ramsès II, les médecins du Val-de-Grâce disent qu'il y a de fortes chances que Ramsès II soit mort de la tuberculose, car on trouve des traces moléculaires de l'agent de la tuberculose dans les poumons de la momie. Bruno Latour écrit, mais ce texte est-ce que je vais là, le texte? Ah ben oui, je vais là. Célèbre texte de Bruno Latour, où il dit, Ramsès II, là on est en retard donc je me dépêche, mais Ramsès II n'a pas pu mourir de la tuberculose, car le bacille de corps n'était pas connu des Égyptiens. Alors ça vous fait rigoler, mais disait, non mais, on peut se dire c'est un texte provocateur, mais non, sans faire. Bon, vous irez voir ce texte, mars 98, il y a bien des modes de pensée, on pourra, aux questions-réponses, s'apesantir si vous voulez sur ce texte, mais il y a bien des modes de pensée francophones qui travaillent contre le réalisme. Enfin, attention, le mot réalisme est compliqué, il y a plusieurs façons de comprendre ce mot. Ce réalisme-là, je l'entends par là, simplement faire le pari que les choses que les scientifiques expliquent collectivement, ils ont fait le pari que l'existence de ces choses ne dépend pas des concepts que je projette sur cette chose. Et pour finir, alors troisième pilier, le fait que les sciences ne travaillent qu'avec ce que lorsque j'appuie dessus, ça réagit, c'est-à-dire ce qu'on appelle la matière. Dit autrement, s'il y a des entités du monde réel qui ne relèveraient pas de la matière, comme les théologies nous le disent, par exemple, Jean-Paul II nous dit clairement que l'âme reste une création immatérielle de Dieu. Dès lors, en tant que scientifique, je ne peux pas m'emparer de l'âme. Tel qu'il l'a défini lui, ce n'est pas les scientifiques qui inventent l'âme, je suis désolé, mais il y a la culture des trois grands monothéismes ont inventé des entités déclarées a priori comme immatérielles. Élan vital, ange, âme, fantôme, enfin bon bref. Et c'est des choses qui seraient déclarées a priori comme immatérielles, on ne sait pas faire avec. Alors, attention, là je voudrais être très subtil. Le matérialisme scientifique n'est pas un matérialisme philosophique, nécessairement. C'est-à-dire que ça ne serait pas un matérialisme hégémonique qui dirait tout est matière. C'est pas de l'ordre des scientifiques que de dire ça. Ça, c'est de l'ordre de la philosophie, précisément. Mais par contre, les scientifiques sont plus humbles. Ils sont dans un périmètre plus petit et ils disent, dans le monde réel, il y a peut-être bien un dualisme, il y a peut-être bien de la matière et de l'esprit, ou la matière et Dieu, ou matière je ne sais pas quoi. Bon, il y a peut-être bien matière et autre chose, mais en tout cas, tout ce sur quoi on sait faire nos expériences, c'est matière ou propriété très sophistiquée de la matière. Donc ça, c'est un matérialisme humble. C'est pour ça qu'il y a le mot méthodologique derrière, c'est que la méthodologie matérialiste est la condition expérimentale des sciences. Dit autrement. La possibilité de travailler pour les sciences, elle est donnée comme étant la matière. Alors si vous voulez faire de la science avec autre chose que de la matière, vous verrez qu'on ne saura plus faire et ça ne sera plus de la science, puisque vous ne serez pas reconnu dans les journaux. Vous voyez ce que je veux dire. Contractuellement, on sait bosser avec la matière, s'il y a autre chose, on ne sait pas faire avec. J'espère que je me suis fait comprendre. Et dernière chose, la rationalité, l'usage de la raison, qui est le quatrième et dernier pilier d'un socle commun à toute science. Quand je dis toute, vraiment, vous pouvez le prendre au sens large. Pour moi, il n'y a pas de science dure, science molle. Toutes les sciences, moi j'ai présenté ça à mon ami, éminent ami, comment il s'appelle, Antoine Prost, qui est historien, et il s'est reconnu en tant qu'historien dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'il est sceptique,
Ce qu'il décrit, il pense quand même que c'est partageable dans le monde réel et observable par d'autres, sinon... il pense qu'il ne fait pas appel dans ses explications historiques à des entités déclarées a priori immatérielles, comme une providence ou des anges. Et puis, rationalité, bah oui, il y a une optimisation des enchaînements logiques des assertions, et il y a un principe de parcimonie, tout le monde sait ce que c'est le principe d'économie d'hypothèse. Quand vous avez entre plusieurs scénarios ou plusieurs théories en compétition, vous choisissez quand vous inférez un scénario d'une théorie, vous préférez celui des scénarios ou celle des théories en compétition qui fait appel au plus petit nombre d'hypothèses surnuméraires non documentées. Mais ça, vous le faites dans la vie de tous les jours. Je veux dire, cette rationalité-là, elle n'est pas que scientifique, bien sûr. Elle est beaucoup plus largement partagée par tous les hommes. Simplement, elle est requise en sciences. Elle est requise en sciences, elle est aussi requise quand vous cherchez vos clés de votre voiture. Je vois que vous souriez, je suis content. Vous n'allez pas imaginer des événements non documentés surnuméraires quand vous avez perdu vos clés. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est ça le principe de parcimonie, c'est pas plus compliqué. Donc ces quatre piliers-là, je termine là-dessus, conditionnent la possibilité d'une scientificité. Et c'est les buts, à la fois cette possibilité, ou ce contrat, je préfère parler comme Bourdieu, parler de contrat. C'est un attendu, ce sont des attendus mentaux dans les laboratoires, qu'on adresse à nos doctorants qui arrivent pour faire le métier de scientifique. Un doctorant qui ne serait pas parcimonieux, on le corrigerait tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est contractuel. Un doctorant qui ferait des fautes de logique, on le corrige, ou alors il ne passe pas sa thèse. Vous voyez ce que je veux dire? La notion de contrat est... Un doctorant qui serait je parlais... Un doctorant qui serait, comment on appelle ça déjà, superstitieux, ou qui ferait intervenir dans le laboratoire des entités non instanciables, non plus ne mériterait pas sa thèse. On a été confronté, je racontais ça ce midi, à un doctorant, je ne vous dis pas son origine, peu importe. Ce gars-là avait foiré ses valises ce jour-là, et c'était le mois de mai, et on lui avait offert un bouquet de muguet. Et ça faisait une semaine que le muguet trônait, puis séchait, puis pourrissait sur la table, et la femme de ménage le matin était passée et avait jeté le muguet à la poubelle. Et le gars était furax, il a accusé la femme de ménage d'être responsable du foirage de ses manips du jour, parce que le muguet lui portait bonheur, et que, vous souriez, mais voilà, quand je parle de contrat, c'est ça. Ce gars-là, il a fallu lui expliquer que la superstition n'avait pas à entrer en ligne de compte dans l'interprétation d'un échec expérimental. Donc ce que je suis en train de vous dire là, je pense que vous m'avez compris, c'est pas tellement un discours normatif, c'est la description d'un contrat en action qui fait un socle de scientificité. Or, et ça sera ma conclusion, si on n'est pas au clair avec ce socle, si on ne l'apprend pas à l'école, et si on n'est pas clair sur les intentions des sciences, c'est-à-dire pas de rassurer les gens mais d'expliquer rationnellement, on n'a pas une compréhension de l'espace laïque des sciences, en fait, si on n'a pas tout ça. Or, cette indépendance qu'ont les sciences par rapport au discours révélé, et même par rapport, une indépendance relative par rapport au discours politique, cette indépendance qu'on a gagnée en ne mettant pas les pieds en métaphysique. Je vous rappelle qu'au XVIIIe siècle, on était à la fois scientifique et philosophe, et même théologien parfois. Aujourd'hui, le contrat professionnel, il n'est plus celui-là, il est beaucoup plus resserré, et grâce à ce resserrement, on a gagné une certaine indépendance à dire des choses sur l'évolution. Les forces politiques dont j'ai parlé au début, ou les créationnismes, voudraient que des phrases relevant du discours théologique reviennent au laboratoire, des phrases ou des hypothèses, déguiser ça en sciences et pouvoir faire passer leur discours dans les écoles en étant déguisés en sciences. Je reviens au début. Donc l'enjeu de l'évolution, c'est pas tant pour ma théorie. Les créationnistes, ils nous font marrer, nous les évolutionnistes. Enfin, c'est pas nous on n'est pas en danger, on n'est pas mis en danger par eux. Ce à quoi on pense quand on lutte contre les créationnistes, et c'est sur la 4e de couve du bouquin, c'est à l'école qu'on pense. Alors tu pourras témoigner de ce qui se passe en Turquie, mais les biologistes turcs ne peuvent plus recruter aujourd'hui d'étudiants de leur propre pays, parce qu'on n'enseigne plus la biologie évolutive en Turquie, on enseigne William Paley. Enfin, c'est pas Paley, c'est une ressucée Intelligent Design au programme des lycées. Et là, je peux vous dire que moi je suis français, mais s'il y avait le professeur Kensey d'Ankara avec moi ici, il vous dirait qu'il est obligé maintenant d'aller chercher des étudiants dans les pays étrangers, parce que dans son pays c'est foutu. Si un étudiant vient faire une thèse dans ses laboratoires, il est obligé de faire désapprendre à l'étudiant ce qu'il a appris de théologie, de biologie, de théologie-biologie, pour se remettre à flot en biologie internationale. Donc vous voyez que l'enjeu il est politique aussi. Merci.